Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro de LCLE qui arrive à pas feutré, je vais dire. Pourquoi on vient à pas feutré? Bien parce que c'est un comeback, un retour, le casque et l'enclume en version podcast. Et donc on voulait arriver doucement parce qu'on va s'éclater, on va peut-être parler très fort pendant ce podcast puisque le sujet, je ne vous le dévoile pas tout de suite, mais il va être assez chaud et avec les invités, la fine fleur de la critique vidéoludique. Et surtout, c'était pour marquer ce petit blabla, c'était pour marquer ce petit laïus, le fait que je sois très très heureux d'accueillir effectivement les amis qui sont autour de moi et les sourires. Maryse Vallée, bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va super. Pierre Mogin, qui n'a pas encore mangé, mais qui est pourtant enfin heureux, même. et qui dit bonjour avec le sourire, et ça, c'est quand même à noter. C'est vrai. Un homme qui arrive à rester simple et sympathique, même en n'ayant pas mangé. Et Stéphane Moïsaki, salut. Salut Jean. Alors bon, nous, on est très gentils avec toi, notamment aussi parce que c'est toi qui nous accueille, donc si on est méchant, évidemment, déjà, Ça commence mal. Ouais, tu vois, ça Voilà. commence mal. Mais ce qui commence très bien, c'est qu'on retrouve LCLE, le casque et l'inclume en version podcast. Est-ce que tu peux expliquer alors ce retour via capture, voilà, qu'on soit assez clair avec les auditrices et les Sur le auditeurs qui canal sont avec capture. nous. Ouais. Exactement. Ceux qui nous suivaient du casque et l'enclume savent qu'on faisait cette émission il y a maintenant, on l'a commencé quand, en 2018 je crois, c'est ça. Et en fait exactement. on l'a arrêté en 2020. En fait, à l'époque du Covid, quoi, et un peu post-confinement, quoi. Et c'est vrai que nous, chez Capture, on voulait lancer de toute façon une émission de jeux vidéo. On en a parlé souvent, d'ailleurs même avec Pierre et tout, pendant un moment. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on avait déjà un podcast. On faisait déjà les choses bien, en fait. On parlait déjà de jeux vidéo. On parlait déjà de jeux vidéo. C'était plutôt cool, en fait. On se passait bien le mot. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait le relancer sur la chaîne Capture qui, entre-temps, effectivement, a grossi de son côté et on a créé plein d'autres podcasts en fait. Donc les gens qui nous écoutent là sur ce canal le savent, hein, Stéroïdes, bon, il y a Capture Mag le podcast, il y a Sale Temps pour un film pour le cinéma, quoi. Et donc le casque et l'enclume, en fait on le récupère comme ça pour parler de jeux vidéo, quoi. Une fois toutes les 2 semaines, on avait décidé, c'était ça. Une fois toutes les 2 semaines, si on arrive à tenir les délais, mais j'en doute pas, même si ce sera suivant l'actualité, il y aura d'autres formats un peu spéciaux qu'on va vous faire découvrir au fil des semaines. Là, ça va être un numéro à la fois un peu normal et un peu spécial vu le sujet que nous allons traiter, puisque ce n'est rien d'autre que le fameux Elden Ring, phénomène signé From Software. Bienvenue à ce numéro de Casque et l'enclume. On va reprendre une voix un peu normale, un peu poussée, avec du poil dedans, parce qu'il va falloir quand même se battre dans cette action RPG, donc signée du studio japonais From Software, donc qui fête, je crois, bientôt c'est plus de 40 ans, enfin bientôt, je ne sais pas. En tout cas, il a plus de 40 jeux à son actif. Il est né au milieu des années 80 à Tokyo et petit à petit, il s'est fait quand même, on va dire, une figure de proue. Il s'est taillé une place assez incroyable dans l'action RPG. Alors on va dire ceux qui ont le plus la foi diront l'action RPG exigeant, moi je dirais difficile, ce sont des jeux difficiles, mais on va voir pourquoi, comment, et cette fois avec Elden Ring, donc cet anneau ancien, il s'aventure dans le monde ouvert. Voilà, parce que depuis les Souls, le From Software est habitué à mélanger les genres. Et bien là, c'est un nouveau genre que le From Software va imbriquer dans sa formule, dans ce qu'on appelle sa formule saluée par la critique, on peut le dire tout de suite. C'est du 10 sur 10 quasiment partout, 96 sur Metacritic, 7,9 du côté des users. Voilà, ça, c'est un peu plus différent. Qui met 10 sur 10 autour de la table à Elden Ring? Nope. 10 non, mais proche. De 10. Proche. Plutôt 9. 10, moi je sais pas, je suis pas assez bon pour mettre 10 en fait. Moi j'ai envie que tu vois, il faut que le jeu il soit gentil avec moi aussi pour que je mette 10. Ouais, c'est vrai que le jeu n'est pas forcément sympathique, on le verra, mais on va essayer aussi également de voir les bons côtés de ce Elden Ring, jeu phénoménal, puisqu'il a déjà dépassé les 12 millions de copies mises en vente donc sur le marché et sur la planète. Donc on peut dire que pour un jeu exigeant, c'est déjà un jeu à succès. Allez, on ouvre la rubrique flashback. La rubrique flashback, c'est la rubrique comment en est-on arrivé là. Pierre Mogin, comment on en arrive à Elden Ring du côté de... Alors, je te demande pas de nous faire l'historique complet des jeux From Software. Encore une fois, je dis il y en a plus d'une quarantaine. Mais comment on en arrive finalement à Elden Ring, à un aboutissement quelque part, là ça nous arrange bien, à une forme d'aboutissement pour le studio japonais. C'est vrai qu'ils ont une vraie montée en puissance depuis des années. C'est-à-dire ils ont vraiment commencé avec du jeu très niche. C'est un peu encore le cas, mais vraiment à l'époque, tout ce qui était du Kingsfield, c'était quand même très particulier. Après, ils sont passés par du Armored Core, c'est là justement qu'a commencé Miyazaki.
donc le réalisateur du jeu. Donc des jeux de méca qu'on Ça. aimerait bien voir, hein, parce que là, s'il y a une vraie culture japonaise, on en parlera de quelle culture, à quelle culture ils appartiennent, mais là, on a une Complètement, vraie ouais. culture japonaise. Et qui était du jeu de mecha, qui était très exigeant déjà à l'époque. Et en fait, ils ont commencé à mettre en place tout leur côté de jeu asynchrone. Donc où en fait on a du jeu classique en solo et on va avoir en fait du jeu multi qui va s'intégrer dedans. Déjà avec l'un des derniers Armored Core, donc c'était le 5 je crois, ou le 4 ou 5. Et donc derrière ça a donné en fait une impulsion pour Demon's Souls, qui est une sorte de King's Field adapté avec ses mécaniques d'Armored Core en fait. Et donc Dark Souls, du coup après Demon's Souls on est passé à Dark Souls, il y a une montée en puissance pendant des années, parce que les joueurs ont trouvé en fait à une époque où il y avait assez peu de challenges dans le jeu vidéo, on retrouvait en fait un jeu vidéo avec une vraie difficulté et surtout une difficulté surmontable par l'expérience et par l'entraînement, ce qui a beaucoup joué pour la popularité du jeu. Et en fait, de fil en aiguille, la série s'est vraiment implantée, notamment avec le 3 qui a déjà été un succès à l'époque, puis Bloodborne qui a été vraiment un des fers de lance de la PS4 à l'époque. Et Elden Ring, en fait, c'est vraiment l'évolution logique, c'est-à-dire que ils ont inventé entre guillemets un genre ou un style, et ils se sont juste réappropriés maintenant le monde ouvert en y intégrant leur style à eux en fait. Pareil, même analyse sur Marie-Lise sur ce qu'est Elden Ring par rapport à l'histoire From Software. Oui, après moi je serais assez curieuse parce que j'avoue que j'ai pas trouvé la réponse sur le net, elle doit probablement y être. C'est pourquoi ce choix d'un univers dark fantasy, puisque les Soulborn sont principalement dans cet univers. Bon, on ne parle pas de Sekiro Shadow Die Twice, je vais y arriver. Mais voilà, pourquoi ce choix du Dark Fantasy ? Est-ce que c'est parce que pour eux, il y avait une cohérence par rapport au niveau de difficulté envisagé, ou ils pensaient que ça allait toucher un public spécifique ? Moi, je trouve que c'est plutôt bien vu, parce que l'univers Dark Fantasy a de toute façon une réputation d'univers difficile, glauque, hardcore, noir et autres, qui du coup fonctionne très très bien avec ce système de jeu. King's Field était déjà dans cette empreinte, puisque il y a on va dire, le bestiaire existe encore aujourd'hui. Alors certes, au milieu des années 90, c'est un peu moche, hein, le squelette avec le bouclier et la grosse épée, bon bah voilà, il pique un peu les yeux, mais on le retrouve, cet ennemi, on le retrouve très bien dans Elden Ring. Hein, c'est qu'en fait, l'araignée, enfin bon... oui, ça reste, mais en fait, c'est un mélange de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'à la base, King's Field, c'était vraiment de la fantasy... un peu à la Magic, enfin Magic n'existait pas à l'époque, mais vraiment dans tout ce qui était Dungeon Crawler à l'occidental en fait. Et ils ont repris les codes du squelette un peu méchant, de l'araignée. Et derrière, en fait, la vraie évolution, ça a été quand l'équipe de Miyazaki est arrivée, où c'est des gros fans de Berserk. Et en fait, ils ont juste instillé l'imagerie Berserk dans leur jeu, en fait. C'est vraiment ça. Alors on verra sur Berserk que moi je suis pas tout à fait... je suis OK, mais qu'ils ont emprunté bien plus largement que le Berserk. Et au-delà, toi, tu y arrives comment ? Parce que Stéphane, je te rappelle quand même que tu n'es pas du tout From Softwareiste. En fait, c'est surtout qu'il y a des From Softwareistes. Hein. Il y a une foi, il y a une religion, il y a des pèlerins. Et donc, toi, tu n'y es pas du tout. Non, mais je connais un peu quand même. En fait, j'ai un peu tâté. Pas trop Dark Souls, j'ai tâté le remake là, de Demon's Souls. Ouais, j'y arrive pas. Très, très, très beau. Ouais, très, très beau, mais j'y arrive pas. J'ai pas dit qu'on se faisait prendre pas détané. J'y arrive pas non plus, mais j'ai tâté aussi. J'ai essayé. Et en fait, disons que, il y a une cohérence en fait à ouvrir en monde ouvert, surtout pour tester les systèmes, voir s'ils sont éprouvés, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, en fait, moi je suis pas d'accord avec le fait que ce soit des jeux de niche aujourd'hui. Aujourd'hui non. Ouais. Non, parce que c'est un truc que tout le monde balance de manière générale, mais bon, c'est quand même des trucs qui vendent. Avant les 12 millions d'Elden Ring, il y a 30 millions de ventes sur Dark Souls, en fait, sur la saga, quoi. Et c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Donc c'est même d'ailleurs une raison pour laquelle, en fait, c'est un style qui est copié, quoi. Et c'est vrai que le truc qu'on te ressort assez régulièrement sur ces jeux-là, c'est l'exigence et la difficulté. Mais appliqué en fait, si tu veux, au système de combat et au système, en fait, de la façon dont tu vas faire évoluer ton personnage, le système dont tu vas et mine de rien, ces systèmes-là, pour moi, ils me bloquaient personnellement. Là, je parle vraiment de mon expérience de joueur parce que c'était dans des couloirs. J'avais énormément de mal à passer. Une fois que tu passes devant le gars que tu peux pas passer, en fait, soit tu continues et tu t'acharnes, soit tu t'abandonnes, quoi. Et moi, il est arrivé à un moment donné où j'abandonnais. Le principe, en fait, du monde ouvert, c'est justement de pouvoir détourner le truc, partir dans l'exploration. Et est-ce que les systèmes du coup tiennent là-dedans ? Et effectivement, ils tiennent. C'est ça qui est assez fort. Comme quoi, moi je trouve que la vraie consécration en fait avec Elden Ring, c'est de se dire que on peut prendre ça, on peut créer ça et le mettre en fait dans un autre genre de jeu entre guillemets, enfin façon de parler quoi. Et ça marche quand même. Ce qui fait que en fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait du mal comme moi ou pas, c'est un bon système de jeu, il fonctionne bien quoi. Et du coup, il a été même, je trouve, j'ai l'impression affiné, éprouvé, etc. quoi. Et on va en parler justement dans la prochaine rubrique, c'est le On en pense quoi sur 20.
Stéphane garde le micro. C'est quoi le en bien alors Alors, c'est déjà... bon, il y a deux façons d'aborder, en fait, je pense, ce genre de jeu, et surtout, en fait, les jeux From Software. Il y a effectivement le système de combat dont on a parlé un peu, et je pense que mes camarades vont en parler encore plus que moi, puisqu'en fait, je pense qu'ils se sont beaucoup plus battus que moi, quoi. Et il y a l'univers, c'est-à-dire l'univers de fantasy. Ça, Marie s'en a un petit peu parlé, et c'est assez intéressant, en fait, justement, de se poser la question de comment dans un jeu comme ça, en fait, tu profites de cet univers-là. Et c'est ce que Elden Ring fait, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'il me propose. Une fois que tu as passé, en gros, le tuto, qui est finalement très très facile, hein, pour le coup, pour un... Enfin, moi, je me disais, je vais me faire déjà défoncer la gueule. Non, ça va, tu vois, c'est un petit couloir à la, comment t'appelles ça, à la Dark Souls, ou voilà. C'est ouvert, et en fait, le truc que tu as à faire, c'est de voir si tu peux explorer ou pas. Si tu veux éviter des ennemis, c'est très simple. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? J'aime beaucoup comment ton inconscient a délibérément mis de côté une grosse branlée que tu prends dès le départ. Ah oui, mais la grosse branlée, mais ça, je pense que c'est constitutif d'un Soul. Bien sûr, tout à fait, c'est une manière de te dire. Alors, j'ai vu une manière de te dire bonjour. Oui. Mais j'ai vu que sur Internet, en fait, il est possible de le buter. Oui, alors je sais pas comment les gars ont fait, mais apparemment ils l'ont fait. Moi je savais déjà, enfin le premier gars que j'avais rencontré, je savais déjà qu'il allait me mettre une branlée. Mais de toute façon, moi je pars du principe que tout le monde me met une branlée dans ces jeux-là, tu vois. Mais ce que je voulais dire, si tu veux, c'est que moi ce qui me plaît en fait dans Elden Ring, une fois que tu sors de ce truc-là, c'est que oui, j'ai testé le combat évidemment. En fait, dès le début, je me suis mis, tu vois, j'ai découvert des donjons, je suis rentré dedans. Tu vois, mais le truc c'est que les premières choses à faire pour moi, c'est d'aller ouvrir la map le plus possible et vraiment en fait d'aller prendre son destrier. Voilà, tu y vas quoi. Et ça si tu veux, en sortant en fait, parce que c'est quoi en fait, c'est un personnage, comment on les appelle déjà, les sans éclat. Les sans éclat, merci. C'est un type qui est entre la vie et la mort en fait, qui est ressuscité quoi en gros, et qui sort, et c'est une espèce de coquille vide en fait. Après tu le customises, hein, tu crées un personnage. Mais c'est toujours on y reparlera, c'est toujours le même, hein. C'est-à-dire celui que tu viens de décrire, il est des Demon's Souls à Dark Souls 4 bien ou sûr, Elden Ring. On verra après comment on l'appelle. C'est le même héros. Combien 10 systèmes de classe, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, voilà, un truc de customisation un peu plus poussé, ce qui fait que tu peux avoir fait des personnages assez jolis et d'autres absolument dégueulasses, horribles. Et alors moi je vous conseille d'aller sur internet, parce que moi ça me fait beaucoup rire en fait, les mecs qui les fail en fait de caractère customization quoi. C'est hilarant quoi. Il y a des persos mais complètement. Il y a un Sonic sublime. Hein, voilà, il y a des mecs qui font, il y a un mec qui font Shrek, il y a tout, c'est n'importe quoi. Mais c'est te dire que tu peux vraiment faire ça. Moi je veux absolument voir avec les Simpsons. Moi je pense que quand tu fais ça, tu casses un peu la poésie, on va dire, du jeu. J'ai envie de dire, si tu veux, mais bon, admettons quoi. Et le truc c'est qu'en fait quand t'es sorti en fait de cet endroit-là, quoi, de ton tombeau, en fait, en gros, ouais, globalement, en fait, aller ouvrir la map et partir sur ton destrier, c'est tout à fait concevable, si tu veux, même si tu ne connais pas l'univers, et voilà. Donc, en fait, pour moi, qu'est-ce qui me plaît là-dedans ? C'est l'exploration et l'univers en soi. C'est-à-dire que, on en a déjà parlé un peu en antenne entre nous, quand on préparait l'émission. Il y a la fantasy dans le jeu vidéo, c'est pas nouveau, en fait. Il y en a des tonnes, hein, je veux dire, voilà, des tonnes de jeux, et puis des jeux magnifiques, hein. Le gros dernier en tête qui a marqué tout le monde, c'est évidemment Skyrim, hein, on va dire, quoi. Il y a évidemment Witcher aussi, Witcher 3. Mais là, pour moi, en fait, j'avais le sentiment de me retrouver dans un univers qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire, en gros, que j'ai pas vu ailleurs. Il y a plein de références, hein, il y a plein d'inspirations, c'est évident. Hein. Mais en fait, te balader en fait, sur une plage où tu as une pieuvre géante, tu te tournes, tu as un ours, tu vois, tu vas plus loin, tu as des limaces géantes, et ensuite tu vas te retrouver avec deux énormes trolls en fait, en train de tirer une calèche en fait, alors que comment dire, par un pieu planté en fait, si tu veux, dans leur chair et tout. Tu te dis mais c'est quoi ce truc quoi. Et c'est parce que tu as un effet de sidération que finalement moi je trouve se perd dans les open world, tu vois, et là tu l'as en fait littéralement. Donc pour moi c'est ça, vraiment il y a ce truc en fait de cet univers de quasi en fait, c'est-à-dire que normalement si tu prends les trucs séparés c'est pas cohérent. Mais quand tu regardes le jeu, quand tu es dedans, quand tu es plongé, et surtout par l'idée même que tu dois avancer, progresser, dans cet univers-là, ça le devient, quoi. Et c'est ça qui est très très fort. Parce que je pense aussi que c'est constitutif de l'idée que ça fait 10 ans qu'ils sont en train d'essayer d'améliorer cet univers de plus en plus, etc. Ça ressemble pas à Sekiro, Shadow Die Twice, ça ressemble pas à ce genre de truc, mais en fait c'est dans la continuité de Dark Souls, en ouvrant. Et tu te retrouves avec je sais pas, des ciels en voie lactée, tu vois, sous les terres. Ouais, voilà. C'est la Sophia ou la Sophria, je sais plus comment. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves en fait dans un espèce d'univers
enfin c'est l'enfer de Dante, quoi, tu vois, je veux dire, c'est l'enfer de Dante, avec des âmes en peine qui sont complètement en flammes, des corbeaux géants, enfin des trucs, et tu te dis, il y a une question de perception, une question de tout ça, et au milieu, en fait, une espèce de clown bizarre, en fait, que tu as l'impression qu'il sort d'un Todd Browning, tu vois, d'un film de Todd Browning. En fait, tu te dis, mais et tout ça, je pense que c'est lié à un truc qui est un espèce de sentiment mortifère. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette idée que c'est pas un jeu joyeux du tout. Hein. Enfin voilà, en tout cas moi ce que j'en ai fait comme expérience, quoi. C'est pas un jeu joyeux, je pense, quand tu y joues aussi. C'est-à-dire la façon de te faire défoncer la gueule par. Moi, en tout cas, encore une fois, je pense que vous êtes des cadors, mais moi je suis vraiment une bille, quoi. Te faire défoncer et l'espèce de côté die and retry qui moi, à la base, me fait chier. Hein. Moi j'aime bien être un winner, moi, dans le jeu vidéo, tu vois. Bah là, en fait. Il a un sens en fait dans cet univers-là. Il a un sens en fait. Il était dans la souffrance. Et mine de rien, c'est un des trucs en fait qui te donne envie de progresser. Et moi, c'est peut-être pour la première fois pour moi le constat que j'arrive à évoluer dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on me ferme pas la porte. C'est-à-dire qu'en fait, le monde ouvert me permet d'y aller à mon rythme à moi. Et mine de rien. Je prends du coup beaucoup plus de plaisir dans le masochisme, hein, on va dire, à jouer à Elden Ring qu'à Sekiro ou à Demon's Souls, quoi. Maëlys, tu en penses quoi sur 20 ? Alors dans le positif, tu as dit qu'il fallait démarrer par le positif. Je suis désolé de commencer par le positif. C'est vrai que bon, je te sens bien là, tu as tout de suite envie de... C'est faux, je ne suis pas le quota, j'aime pas. Je rejoins tout à fait Stéphane sur ses arguments dans le sens où non, je pense pas être une cador déjà, et où je suis d'accord avec le fait que moi je fais partie de ces joueurs. Après je respecte les gens qui aiment, hein, mais les die and retry, moi ça me casse les bonbons. C'est pas mon style de jeu. Moi sans aller dans le j'ai envie de gagner tout le temps, pour moi le jeu vidéo, je travaille énormément, c'est un médium qui me permet de me détendre, de changer d'univers, de penser à autre chose, et quand pendant 1 heure je vais mourir 50 fois, ça va me saouler. Donc la plupart du temps ce type de jeu, ou même les jeux à l'ancienne, la rétro gaming, qui sont super durs, moi je peux pas, ça c'est le type de jeu à l'époque c'était fait pour gagner de l'argent, c'était pas pour te faire souffrir. Voilà, moi au bout de 4, 5, 6, 10 morts, j'en ai marre, je balance la manette et je passe à autre chose. Parce que Ghost and Goblin c'était bien. Non, mais moi les Ghost and Goblin, je ne pouvais pas. Les Megaman. German Kid, toi, c'est tout. Les Megaman, j'ai adoré, je les ai tous testés, mais ça me faisait péter les plombs, quoi. Donc c'est vraiment pas mon style de jeu au départ, hein, et c'est pour ça que je l'aborde en point positif. C'est parce que, comme disait Stéphane, tu n'as pas cet aspect où le mec en face de toi il est trop hardcore, donc tu laisses tomber. Non, tu peux passer à côté et faire autre chose. Mais plutôt que de paraphraser ce qu'a dit Stéphane, moi je vais plutôt partir sur l'aspect. Moi, je suis une daronne de la culture geek, j'ai lu beaucoup de trucs, j'ai vu beaucoup de trucs comme nous tous. Hein. Et il y a à la fois, comme tu disais Stéphane, cet aspect où on voit qu'il y a beaucoup de références, on est étonné tout le temps, ça pousse à l'exploration ou autre, mais moi c'est plus ce côté où c'est un espèce de doudou geek dans un emballage avec des piquants, quoi. Et moi j'aime bien ce côté où aujourd'hui on arrive à une époque où les graphismes permettent de faire des trucs dingues, d'avoir des jeux hyper réalistes, hyper longs. Enfin, tu vois, moi par exemple j'ai adoré. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Aloy. Horizon Forbidden West. Voilà, moi j'ai adoré, j'ai joué, je sais plus, 50 heures et quelques, j'ai vraiment kiffé parce qu'il y avait un beau scénar, des beaux graphismes, tu te sentais dedans. Et du coup, quand Elden Ring est arrivé sur mon bureau, j'ai fait qu'est-ce que je fais ? Enfin là, je veux pas, j'ai pas envie, tu vois. Il y avait vraiment une appréhension d'aller dans cet univers. Dans Elden Ring, c'est voilà, sûr que ça, parce que je m'étais cassé les dents, mais vraiment, hein, sur les Dark Souls, les Demon's Souls, les Sekiro, où j'ai pas dû jouer plus de 10-15 heures parce que ça me gonflait. Ça me gonflait de mourir trop de fois et de pas trouver de solution. Elden Ring, je l'ai lancé, un peu dubitatif. Je me suis dit, ouais, ok, R.R. Martins, on n'y croit pas trop. Dark Fantasy, allons-y. On n'y croit toujours pas. Pardon, non, mais personne n'y croit. Mais bon, c'est sur la jaquette où je sais plus où c'est marqué, mais c'est censé. Ça, on en parlera, mais ça peut être intéressant. J'ai fait un article dessus, j'ai pas trop creusé, mais voilà. C'est un point qui peut être intéressant à aborder. Et j'avoue que j'ai été happée. Dans le sens où je m'attendais à rien, je m'étais juste dit allez, je vais encore me faire exploser la gueule pendant 10 heures et puis je vais lâcher l'affaire. Et en fait je me suis fait happer à la fois par toutes ces références, par cet univers qui est assez dingue, très onirique, on te dit pas grand chose, tu sais pas trop ce que tu dois faire, mais et puis des fois c'est tout bête parce que autant comme tu disais Stéphane, des fois tu vois l'ennemi de super loin, c'est t'as des ennemis qui font genre 5 étages, donc tu risques pas de les louper, oh là le mec il est là-bas, je vais peut-être pas y aller tout de suite. Puis tu vas tourner à gauche et puis un moment, pouf, tu vas tomber dans un petit creux entre deux rochers, puis tu vas voir que c'est l'entrée d'un petit donjon, tu vas rentrer dans ton donjon, tu vas un peu galérer, puis tu vas trouver une arme de ouf qui va te permettre d'aller buter l'autre géant que tu voyais là-bas. Mais c'est génial.
Et moi, j'avoue que c'est ça qui m'a poussé. Bah, mine de rien, je lance la console, je joue. Ah putain, j'ai joué 5 heures quand même. Puis allez, je recommence demain. C'est quelque chose que j'avais jamais eu sur les Dark Souls, les Demon's Souls. Enfin, comment on appelle ça déjà cette catégorie ? Les Soulsborne, voilà. J'avais jamais eu sur les Soulsborne où je me lassais extrêmement vite. Et pour moi, c'est un aspect positif, c'est de te donner envie vraiment. Et ça me fait marrer d'ailleurs parce que ça revient à une émission qu'on avait fait de LCLE sur Dark Souls 3, je crois, où on se disait ouais, mais bon, c'est un jeu qui te pousse à aller plus loin, à te transcender. Enfin, moi, j'entendais encore des confrères qui étaient des fous, qui disaient oui, mais il faut que tu essayes, c'est une religion et tout. Moi, je suis totalement passée à côté de cet aspect-là, et ben, je l'ai enfin trouvé dans Elden Ring, et du coup je commence à comprendre ce que me disaient mes confrères en disant non, mais c'est pas juste un jeu, c'est pas juste un univers, c'était happé par le truc et t'en fais partie et il te pousse à aller plus loin. On est des croyants non pratiquants, nous, en fait. Oui, ça doit être ça, complètement. On perdu à côté de l'église, voilà, sans croire à rien, et puis après on est dedans, on fait ah ouais, quand même. Des gens sans église. Non, Pierre Mogin est un vrai pèlerin, je le sais. C'est un raisonnable. Il va nous expliquer ce j'en pense quoi sur 20. Alors je pose ma croix donc et j'en parle. En fait, ce qui m'a vraiment étonné dans ce jeu-là, c'est que j'étais déjà assez impressionné par ce qu'ils avaient montré dans les trailers, en fait, en termes de construction d'univers. Ça me parlait beaucoup, et je me suis dit, mais à quel point un studio qui sait faire du pseudo-monde ouvert, dans le sens où, dans les Dark Souls, tout est lié, en fait, avec un hub, ou avec, même entre les niveaux. Déjà des zones, mais enfin, on comprenait qu'il y avait quand même un esprit, entre guillemets, monde ouvert. C'est ça, parce qu'en fait, il y avait un level design qui était vraiment pensé sur comment j'accède à tel endroit, et comment je vais me créer des raccourcis. Mais je me suis dit, comment ça fonctionne dans un monde ouvert ? Et en fait, vraiment en débutant, notamment le début qui ressemble beaucoup avec son espèce de plateau de départ à Breath of the Wild, oui. En fait, forcément, ça m'a parlé directement. Et j'ai repensé à mes parties de Breath of the Wild et je me suis dit, mais en fait, Breath of the Wild, j'aime beaucoup pour l'aspect exploration et découverte. C'est-à-dire que n'importe quel petit indice dans le décor va amener à une découverte. Ce qui est hyper intéressant en termes de level design et surtout comment le jeu amène ici. Et je trouve que Elden Ring fait quelque chose d'encore mieux, c'est-à-dire que plutôt que de faire juste découvrir des choses, il arrive à se reprendre tout le temps en fait. C'est-à-dire que même en termes de crainte, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert, donc on peut fuir en fait. C'est-à-dire que si on voit un gros ennemi, si on voit un danger, on peut aller complètement ailleurs. On a le cheval disponible tout le temps, donc on peut vraiment tracer, on peut se téléporter où on veut. Il n'y a pas de limite en fait à fuir. Et le truc, c'est qu'il arrive comme à faire peur avec ça. C'est-à-dire que je trouve ça brillant le fait d'arriver à donner un indice de crainte dans le décor et quand même avoir suffisamment d'appel à la curiosité pour aller voir ce qui se passe. Alors qu'on sait qu'on va vers le danger, on sait qu'on va se faire casser la gueule, mais on y va parce que c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'on va avoir un décor superbe, on va avoir un monstre intéressant, on va avoir des aides, même pour ce qu'on va faire plus tard. Et il y a tout un côté comme ça de mélange entre où le jeu m'amène et comment, en m'amenant ici, il va créer de la tension. Et à ce niveau-là, je vois pas quel autre jeu en monde ouvert a réussi à créer ça. Il y a plein de mondes ouverts qui marchent très bien, mais un jeu c'est pas les mêmes, on en reviendra peut-être. C'est pas les mêmes options. Par exemple, j'entendais beaucoup moi sur le Elden Ring, c'était un monde ouvert organique. Non, c'est très figé chez From Software, mais il les place très bien, les ennemis, là où comment ils se déplacent. Par exemple, Red Dead 2 est imbattable en la matière, mais de toute façon, on en a déjà discuté, c'est 8 années de travail. Enfin bon, bref, on est sur des... Et effectivement, on est face à un monde vivant. Voilà. Il n'est pas vraiment vivant, d'ailleurs, il est censé être à moitié mort. Oui, c'est une proposition qui est complètement différente. Ouais. Effectivement, sur le côté systémique, moi je trouve que Breath of the Wild est au-dessus, c'est-à-dire que tout ce que l'on voit fait partie du jeu. C'est que Elden Ring le fait, mais pas tout à fait. Il y a des plaines où on glande, et ça fait pas... C'est beau, mais c'est juste beau. La falaise que l'on voit dans Zelda, il va falloir avoir assez d'endurance pour la monter. Ça, on ne le sait pas au début. Et puis quand on dit, mais mince, non, j'ai pas assez d'endurance pour la monter, cette fichue montagne. Et je me suis farci, là, je viens de me farcir 3 km pour l'atteindre. Et en fait, tout le jeu et tous les décors et l'eau, tout fait partie du jeu. Et il y a un côté systémique. Ce que ne fait pas d'ailleurs Elden Ring. Et il le fait, non, il fait bien. Mais moi, je comprends ce que je veux autre dire. chose. Ouais, c'est ça. Il propose une autre voie. Ouais. C'est là où je suis assez d'accord avec Pierre aussi là-dessus. Et l'analogie avec Zelda est d'autant plus pertinente que, bon, de toute façon, on sait que voilà, la construction de donjons et des trucs comme ça, ils viennent des Dark Souls, ils viennent aussi de Zelda, en fait, à la base, quoi. Et depuis toutes ces années-là, quoi. Donc, et d'ailleurs, Miyazaki le reconnaît totalement, hein. Mais en fait, justement, moi je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce monde ouvert-là, et moi c'est comme ça que je le prends en tout cas, je ne l'ai pas totalement exploré, c'est gigantesque en fait, c'est que c'est très très grand. Tu peux effectivement l'aborder, voilà, trouver une arme, aller bolosser le gars au fond, c'est super et tout. Et ça c'est un des trucs en fait qui fait partie, c'est normal de trouver des choses, c'est dans l'exploration et tout. Mais pour moi c'est un monde ouvert en fait d'ambiance.
de tonalité. En fait, c'est ça en fait qui en fait un truc complètement. C'est-à-dire que c'est pas une découverte au fur et à mesure. C'est pas comme tu sais dans les anciens jeux, tu passes d'un niveau à l'autre si tu veux et tu dis ah bon bah là c'est tel niveau, puis le niveau 2 c'est tel niveau, le niveau 3 c'est telle autre chose et puis t'as des décors différents quoi. Il y a un super jeu qui est sorti récemment, alors qui a rien à voir avec, même si c'est un jeu difficile, qui a rien à voir avec comment dire avec les Dark Souls ou Elden Ring, mais qui est Sifu. Et en fait dans Sifu c'est ça, c'est la logique en fait si tu veux, c'est que d'un seul coup c'est des couloirs, c'est des machins, mais tu te dis ah c'est cool l'ambiance, je trouve quelque chose de différent quoi. Là en fait c'est totalement mélangé et du coup cette tonalité elle est ce qui est égal pour moi en fait si tu veux dans comment dire dans Elden Ring, c'est vraiment ce côté mortifère en fait. C'est-à-dire pour moi, c'est ça qui surplombe tout le reste. C'est-à-dire que en fait, une fois, je sais que je vais me mettre là-dedans, je vais sortir, je vais me taper Kirby quoi. Tu vois, parce qu'en fait, il faut que je respire quoi. Tu vois. Mais je vais me lancer une partie de Kirby quoi, parce que il y a vraiment un truc où pour moi, c'est ça aussi qui est comment dire. Excitant en fait dans un jeu comme Elden Ring, c'est vraiment être dans un espèce de truc tout noir, tout sombre, qui fait que voilà, tu te retrouves et c'est en ça qu'il est, je trouve, différent. Je sais pas. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, enfin, notamment sur le côté, sur les sentiments, les ambiances en fait différentes. C'est vrai qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de cohérence entre les différents niveaux. Enfin, en vrai, Elden Ring, il y a un monde ouvert certes, mais chaque zone est tellement différente de l'autre que ça revient à faire des niveaux en fait. Et ce que je trouve brillant là-dedans, effectivement, pour revenir sur ce que disait Stéphane, c'est que moi, j'ai l'impression, comme quand j'étais gamin et que je lisais un bouquin de fantasy, en fait, toutes les X pages, il y avait une illustration. Et encore 20 pages plus tard, une autre illustration, qui avait rien à voir, en fait, souvent. Mais j'avais l'impression d'avoir voyagé dans ce monde-là, en fait. Et je voyais, même s'il n'y avait pas de cohérence entre les deux illustrations, pour moi, c'est le même monde. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que des fois, on a une transition entre des plaines verdoyantes et justement Khalit, qui est un monde rouge sang avec des monstres complètement absurdes. Et je le sens comme ça. C'est-à-dire que la transition que j'ai faite en baladant, c'est les pages que j'ai tournées pour arriver à cette autre zone-là, en fait. Avec en plus l'idée que, contrairement aux autres Souls, justement, en fait, en gros, t'es pas coincé. Enfin, moi, je ne suis pas coincé, en tout cas quelque part. Donc, en fait, du coup, c'est ça qui rend le truc. C'est ça qui fait en fait l'intérêt de Open World, quoi. Vraiment dans le. Parce que Zelda, c'est un peu la même logique en fait quand tu réfléchis. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux, même si ça fonctionne différemment en termes de système, et encore une fois, les questions n'est pas d'opposer lequel est le meilleur des deux, quoi. Ah non, ils sont vraiment très différents. Si on prend Zelda, Witcher, etc. Même si moi j'ai vu, parce que là c'est là où les religieux et les pèlerins sortent en disant non, The Witcher 3 n'est pas un monde ouvert, on se téléporte parfois de zone en zone. Oui, mais c'est des grandes zones. La pensée, c'est que on est dans un monde ouvert. C'est le problème avec Assassin, les premiers Assassins, les trucs comme ça. Donc, la pensée, elle, de toute façon, est d'ouvrir le monde. Et d'ailleurs, Odyssey Origins sont aussi très bons pour moi, très bons monde ouvert. Mais effectivement, il fait une proposition très différente. Pour moi, c'est un Souls. C'est pas du tout une critique. C'est même plutôt un avantage. C'est-à-dire que le cœur du jeu, qui est un fichier Excel qu'ils ont travaillé pendant des années, c'est-à-dire le loot, la manière dont on tue les boss, dont on les présente, la force qu'on a, la feuille de perso, même si on le verra dans les critiques, elle nous a absolument pas présenté, c'est pas user-centrique, on ne prend absolument pas par là, mais en rien du tout, donc ça fait quand même un peu beaucoup, mais c'est la même feuille de perso, il nous présente, etc. Et cette sensation dans les combats, parce que tout le monde, ce que tu dis, c'est mortifère, mais tout le monde te déteste dans ce jeu. C'est-à-dire que vraiment, il y a une haine du héros, c'est-à-dire qu'on veut le flinguer, puis on veut le flinguer vraiment. C'est-à-dire qu'on n'y va pas par quatre chemins, on veut le flinguer. Et d'ailleurs, l'un des coups de génie, c'est de dire, ok, même le petit gars là-bas avec sa torche peut te flinguer. Pourquoi ? Parce que effectivement, tu peux le tuer avec ta clé mort d'un seul coup, mais lui, il a quand même une torche, et si tu te prends une torche sur la gueule, ça fait mal, quoi. Or, dans d'autres jeux... Dans la vraie vie, tu veux dire ? Oui, exactement. Même si c'est pas la vraie vie. Non, mais dans d'autres jeux, ils vont dire, tu prends un coup de torche, ouais, bah, c'est bon, t'es niveau 172, il est rien, il te fait rien le coup de torche. Non. Lui, il te dit, non, le coup de torche, tu le prends. Déjà, il va t'arrêter. Et si t'en prends 2-3 coups d'affilée, tu vas commencer à être un même si ta barre de vie, elle est énorme. Ça, je pense que c'est une part. Ils ont gardé cette formule et ils l'ont travaillé au corps, etc. pour la rendre absolument. Elle n'a pas d'équivalent, moi, pour moi. C'est le monde ouvert a des équivalents. Moi, Skyrim, je suis un peu plus dubitatif parce que Skyrim a ces zones. Elles sont pas dark fantasy, mais a cette variété dans les zones proposées. Mais le combat, la puissance que ça donne dans les coups, quand tu gagnes ou quand tu perds, quand le mec te défonce, il n'y a pas d'équivalent. Sauf que je dirais Gears of War, peut-être, tu vois. Dans Skyrim, tu as envie de rester. de boom, là, tu vois. Mais Skyrim, tu as envie de rester dans certains endroits. Là, tu peux pas te le permettre. C'est ça le truc aussi, c'est que dans Skyrim, il y a des moments, des endroits beaux, des villages, des trucs où tu vas parler avec les gens et d'un seul coup, tu vas partir dans une petite mission, parce que c'est beaucoup plus narratif driven, comment dire. Skyrim, tu peux aller discuter avec un gamin qui va te dire cette fille là-bas elle m'a fait chier, tu veux pas lui dire un truc et en fait tu te rends compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, enfin t'as plein de petits trucs en fait hyper doux, c'est hyper comment dire nuancé en fait si tu veux entre on va dire les sentiments, les choses etc. et toi
t'as plaisir en fait si tu veux à rester là, même si tu sais qu'il y a un dragon qui t'attend là-bas et que tu dois lui défoncer la Oui, gueule. tu discutes Là, avec le commerçant, tu discutes. Oui, là, c'est t'es vrai. à la fois sidéré par ce que tu vois, sidéré par l'endroit dans lequel tu te trouves, tu te dis, et là tu fais putain, il y a un dragon là-bas, je vais me casser, et puis après tu fais, ah mais non, il y en a, il y a une gros troll là-haut. C'est sûrement le côté gigantisme, dans le sens où en fait, le range des ennemis, tu le sais pas. Autant certains jeux, la plupart des jeux, tu vois en fonction de la taille de l'ennemi, tu dis, oh lui il est gros, donc son range il doit être assez costaud, faut pas que je m'approche trop. Là, tu sais pas. Moi, j'ai en tête un moment où j'étais en train de galérer avec un espèce de golem et tout. J'étais là, ça part de vie, descendait. Ouais, je vais y arriver. Seul coup, plah, je me prends je sais plus si c'était une lance ou une flèche gigantesque dans le dos. Je fais quoi? Puis je me retourne et le mec, il était loin, quoi. Et je me dis, mais comment je suis rentrée dans son range? Je suis à genre 100 mètres, 200 mètres et tout. Et ça, c'est tout le temps. Et c'est pour ça que je rejoins ton idée d'insécurité permanente. C'est que tu peux te faire attaquer par, mais même un bousier. Moi, le premier bousier qu'on croise, là, il m'a explosé la tronche, un bousier. Tu vois le truc en train de pousser sa boule de crotte, tu fais ça va, et en fait, non. On va peut-être d'ailleurs pouvoir commencer à remettre le Pégase est attribué, c'est la nouvelle rubrique. Donc le Pégase est attribué, c'est peut-être ce qu'on préfère dans le jeu. Moi, ce que je préfère dans le jeu, comme dans tous les Souls, c'est pas le combat, même si j'admets que de toute façon, il n'y a pas de comparatif. J'ai pas de comparaison à donner dans le sens du combat. Ils ont quasiment l'une des meilleures fiches de combat possibles, c'est-à-dire que les sensations de colère, de rage que tu peux avoir, il n'y a que qui peuvent te la filer. Alors, ils t'enfilent pas beaucoup d'émotions, hein. Il y a un peu la solitude, la poésie de cette solitude que tu vis dans ces mondes-là où tu es censé détester, mais il y a surtout la rage, quoi, tu vois, cette espèce de rage qu'on t'explique quand ta manette en main, ça c'est vrai. Mais moi, le Pégase que j'en mettrais, c'est quand même au visuel, au graphisme, enfin, c'est-à-dire à ce sens qu'ils ont. Ils ont repris le Berserk, mais ils ont surtout pris la peinture hollandaise du XVIIe. Ils ont pompé Vermeer, Rembrandt. Ils y sont allés, mais comme des cochons. Le romantisme allemand, et vas-y, toutes les ruines, parce que ça fait longtemps qu'ils traitent des ruines, hein, les ruines qui sont, bah voilà, la beauté. Eh bien, la beauté, c'est aussi, ça souffre du temps qui passe, et donc ça peut aussi mourir. Donc la beauté des humains, de ce qu'on peut faire de beau, peut tomber. Et t'es toujours un espèce de va-nu-pied qui débarque dans cet ancien monde qui périclite et qui va représenter le nouveau monde. Et ils font tout ça, le romantisme, avec Casper Friedrich, ça il le pompe, mais alors c'est même plus, mais bon, si Zelda le faisait, mais c'est-à-dire qu'il y a toute une reprise, l'art gothique, l'art roman de l'art européen, je peux pas dire autrement, parce que là vraiment il y a l'art européen, et on parlerait même jusqu'à la littérature évidemment, et l'heroic fantasy, même si Conan le Cimérien est quand même pas très très loin, on cite beaucoup le Berserk. Parce que le Berserk, la violence, quand Guts arrive et le Chevalier Noir, je fais juste une parenthèse, dans le manga, il découpe les gens en deux, littéralement. Sa lame découpe. C'est-à-dire qu'il y a cette violence, mais ils vont pas jusque-là. Si tu veux, on découpe pas, il n'y a pas des tripes dès le premier combat. Non, c'est plus en termes d'univers, d'ambiance, le côté médiéval, de pont évident. Enfin, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est de la peinture, enfin, c'est la peinture européenne en marche, en temps réel. Et tu vois le truc, tu fais, ah ouais, quand même. Les mecs sont quand même forts, c'est qu'ils viennent nous prendre à nous, ce qu'on devrait mettre beaucoup plus en place. Alors on le fait, hein. Chez Spiders, on le fait, il y a d'autres studios qui empruntent ces peintres-là, mais ça reste, pour moi, c'est le Pégase que je remettrais, c'est quand même vertigineux. C'est cette capacité à inventer, à imaginer à la fois de la dark fantasy, et tout en reprenant une espèce de culture européenne qui nous appartient à nous, et à la mettre en image, quoi. Enfin, ils sont très inspirés, c'est fascinant. Moi, j'aurais dit celui du level design. Parce que quand tu démarres, t'as l'impression que ça va être très horizontal. Et en fait, ça travaille vachement sur la verticalité. Et mine de rien, c'est quand même assez rare dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que quand tu regardes de loin, t'as l'impression que ça va être globalement une plaine. Bon, t'as des petits nivellements et tout, mais tu dis, ouais, ça va être une plaine. Et en fait, t'as plein de précipices, de machins, de trucs qui sont tellement planqués de partout, ce qui fait que t'es obligé de penser en verticalité tout le temps. C'est-à-dire que là, je marche dans une plaine, mais peut-être qu'en dessous, j'ai un donjon super vaste. Ou peut-être que là-bas, le petit ruisseau, derrière, il y a une... Enfin, et ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Parce que, déjà, voilà, parce que c'est rare, et aussi parce que ça doit être un boulot de malade. Donc ouais, complètement, je mettrais le Pégase pour le level design. Moi, je serais un peu dans cette optique-là aussi. C'est-à-dire que... Mais même les temps quasiment du game design global, c'est-à-dire que... En fait, je trouve ça assez fascinant et assez neuf, en fait, la manière dont ils vont... expliquer aux joueurs ses possibilités. Il y avait déjà ça dans Breath of the Wild, encore une fois, mais c'est vrai que là, il suffit d'arriver au tout début, en fait, premier écran, où en fait, on a déjà tout. C'est-à-dire qu'on a la petite flamme en bas, qu'on a déjà vu, qu'on connaît, qui est la source de grâce. On a l'endroit où il faut aller, qui est clairement mis en avant avec un ray de lumière.
On a le petit chemin qui a l'air un peu étrange, où on sait qu'on peut aller essayer de trouver un donjon annexe. Et ça, c'est dans tout le jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui favorise, et c'était très, très intéressant ce que tu disais sur la verticalité, parce que c'est un jeu où dès qu'on monte en fait quelque part, qu'on voit les terres en bas, on sait très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on voit très bien directement les codes, on voit les endroits où on peut aller, où il vaut m'éviter, les raccourcis, les zones qui ont un petit côté mystérieux où on a envie quand même d'aller fouiller. Et c'est un jeu qui ne fait aucun faux pas sur ses routes en fait. Et à côté de ça, on a aussi les donjons qui reviennent à du level design plus Dark Souls justement. Mais tout ce qui est monde ouvert, il y a vraiment cette séance d'amener à l'aventure, de dire aux joueurs en fait, là il y a de l'aventure, tu peux aller ici. Et comme on joue un personnage qui a pas de lien en fait, qui a pas de quête à part battre le boss de fin, en fait on revient à un truc que j'avais trouvé hyper intéressant pour le coup un film, dans The Green Knight par exemple, où c'est pareil, c'est une quête comme ça où il y a assez peu finalement d'interaction avec des humains, et on a juste cette espèce de quête un peu nébuleuse, et où tout ce qui est intéressant c'est plutôt la construction du personnage au fur et à mesure. Et là, c'est passé le personnage, pour le coup, c'est celle de l'univers. Et je trouve que c'est un jeu brillant par rapport à ça. Ouais. Stéphane, moi, je rejoins un peu tout le monde en fait sur ça, mais sur vraiment la création du monde dont tu parlais, en fait, pas seulement en termes de référence uniquement, hein, je dirais, elles sont évidentes. Moi, je rajouterais Wagner, tu vois, Nibelungen, tu vois, ce genre de choses, quoi. Siegfried, quoi. Et en fait, je pense que c'est comment dire, c'est ça en fait qui quelque part, en fait, si tu veux, tu sors un petit peu, entre guillemets, de l'abstraction, enfin, de la logique du jeu vidéo, en fait. Si tu arrives parce que le jeu te permet de te poser. Tu veux pas longtemps, mais il te permet de te poser, en fait, si tu veux, et d'apprécier, en fait, si tu veux, tout ce truc-là. Et du coup, en fait, il y a presque un côté narratif sans lettres, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, mais pas par la narration classique, en fait, qu'on a dans un jeu vidéo, qui serait des cinématiques, des dialogues, des échanges avec des personnages. En fait, non, vraiment, c'est de la narration par... Enfin, moi, je pense que tu mets un opéra sur les images et en fait, tu joues avec derrière. En fait, je pense que ça peut fonctionner super bien. Ouais, ça doit être hyper jouissif en fait à faire, quand même si tu te fais défoncer, etc., etc. Tu vois, parce que je pense qu'il y a, parce que j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais je pense qu'il y a un vrai bon goût dans dans ces choix en fait, si tu veux, esthétiques, qui fait que c'est pour ça que pour moi. En fait, il y a cette espèce de logique pareil, on en avait parlé hors antenne et tout, quand on a préparé l'émission. Il y a vraiment cette logique que c'est presque la première fois, même malgré toutes les références, malgré tout ça, etc., etc., cette impression en fait que c'est comme si c'était la première fois quand tu rentres dans cet univers, quand tu découvres en fait cet univers de fantasy, c'est comme si c'était la première fois que tu ouvrais Le Seigneur des Anneaux et que tu commençais à le lire, que si c'était la première fois que tu découvrais Conan au cinéma, tu vois, pour prendre en fait des analogies dans d'autres médiums en fait, si tu veux. Et bah là en fait dans Elden Ring, même s'il y a eu d'autres jeux de fantasy, même si effectivement Zelda ça se pose là, même si Witcher ça se pose là, même si Skyrim ça se pose là, bah j'ai le sentiment pour la première fois de pénétrer dans un univers qui risque de rester. Il y en a vraiment resté. En fait, en comptant, il y en a pas tant que ça. Si je compte les jeux à monde ouvert, d'heroic, dark fantasy qui comptent. En fait, en préparant tu deviens très spécifique. Non, enfin, qui compte, enfin, déjà, ou qui compte pas trop. Enfin, on laissait une empreinte. Généralement, quand tu fais un monde ouvert, vu le prix que ça coûte, alors là aussi, je fais une parenthèse, c'est un triple A, Elden Ring 1. Parce que je comprends l'amour qu'on peut avoir pour ce jeu et on se dit, c'est tellement beau. Et tu parlais des goûts, de cette assurance dans les goûts, c'est vrai qu'ils se trompent pas. Enfin, je vois pas d'erreur. Et on peut se dire, tiens, ils ont tellement bon goût que ça doit être un jeu indé, parce que il y a que les jeux indés qui ont bon goût. Non, il y a de l'argent. Enfin, c'est un jeu qui nécessite de l'argent, même si je pense que c'est un studio mesuré dans le sens où il est à taille humaine, mais c'est quand même. En fait, il y a beaucoup de travail, si j'ai bien compris, en fait, dans la fabrication du jeu, et il y a beaucoup de travail procédural, en fait. C'est-à-dire, ils prennent ils ont créé beaucoup, 80% en fait des assets reviennent en fait des autres trucs. Et c'est la manière de les mettre en lumière. Et par contre, c'est ça. C'est-à-dire c'est le sens du détail. T'as les 20% qui restent, en fait, c'est un sens du détail qui est un polish en fait, avec des vrais artistes en fait qui sont passés sur le truc, et d'un seul coup rendre le truc complètement unique. Et c'est ce qui fait aussi, vous parliez de level design, ce qui fait que tu reconnais les endroits. Et tu sais, mais je sais que si je vais là-bas, je vais avoir comment ça s'appelle le truc venteux là pour sauter. Oui. Tu vois, le saut de comment ça s'appelle le saut. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est effectivement pour que ton cheval saute très haut en fait. Voilà, c'est ça, et accède à une autre. Le tornade devant là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un saut spiritueux, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, tu vois. Mais en fait, t'as tout un tas de trucs comme ça, en fait, ce qui fait que tu sais, en fait, si tu veux, par le détail aussi, où tu vas les retrouver. Tu te retrouves totalement dans cet univers-là, et ça rejoint le level design, mais aussi par l'esthétique. Tu vois, c'est ça qui est hyper, comment dire. Moi, je trouve que c'est parce que oui, c'est un monde ouvert où il y a de l'argent, et puis apparemment ils l'ont développé en concurrence avec Sekiro.
Oui, ça fait quand même, c'était quand même 5-6 ans de développement. En fait, Ouais, c'est ça. Et ça se voit. Voilà. Y a pas de... C'est ça. Ça se voit, ça se sent, tout est assez peaufiné. J'ai pas vu, il y a quelques donjons, bon, qui sont, voilà, pas formidables, mais même ça mérite toujours le coup. Il y a quand même aussi le sens du loot. On parle toujours de jeux à monde ouvert. C'est-à-dire, je pense que c'est pour ça que c'est devenu un genre, le Souls. C'est-à-dire qu'il a su emprunter à différents genres et à très bien les marier. Et c'est pour ça que je pense que Diablo peut se faire des grosses sueurs froides. C'est-à-dire que dans l'art du loot et dans l'art des jeux de combat avec le loot, tu passes 5 minutes. C'est Marylis comme là, bah ouais, tu vas passer 1 heure à te détendre, tu arrives le soir, tu as compris la logique du jeu, tu te dis, allez, je vais me défouler. Soit je vais en prendre plein la gueule, soit c'est moi qui vais en prendre, qui va en mettre plein la gueule, mais je vais me détendre, puis je suis content, je vais avoir du loot. Ça, c'est une sensation Diablo. C'est la sensation que j'avais dans Diablo, dans le hack and slash, qui a pourtant pas forcément un rapport très évident. Et ben, je trouve que Diablo a vraiment du souci à se faire, comme Skyrim a du souci à se faire, parce qu'à force de ramer, tu vois From Software qui arrive avec un monde comme ça, tu fais waouh, c'est Skyrim, ça très très beau. Hein. Elder Scrolls, ça fait 10 ans qu'on attend. Oui, ça fait un Ça, c'est devenu n'importe quoi. Voilà, Diablo, c'est pareil, il en tombe un tous les 18 ans. Tu vois, donc, bon, je pense que Skyrim, là, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que le jour où il va sortir, on va forcément être déçu, quoi. Alors moi, j'en ai peur, en tout cas. Non, ça va être beau, je pense. Non, ça sera beau, mais est-ce que ce sera bien? Parce que justement, quand tu l'évoquais, quand on passe autant de temps sur le développement d'un jeu, il y en a d'autres qui sortent. Et après, on ne pourra pas s'émarger de comparer. C'est sûr qu'on peut pas se baser sur leur. Et tu dis, allez, je vais faire ça, c'est super. C'est le seul truc qu'on a vu. Imagine, tu te dis, je vais faire ça dans mon jeu, c'est hyper innovant. Mon jeu va durer 5 ans. Et pendant les 5 ans, t'en as 10 comme ça qui sortent avec ce truc que tu pensais avoir inventé. Bah, le jour où ton jeu il sort, il est obso, quoi. Allez, tiens, on va en parler de toute façon de ce renouveau, peut-être même du jeu vidéo japonais en général, hein, parce que là, ça nous vient du Japon et là, on a un monde ouvert. Enfin, ça fait 2 avec Zelda, qui montre la voie un peu à beaucoup d'autres studios qui aimeraient peut-être suivre ce genre. On va parler des choses qui fâchent maintenant. Ouais. C'est si bien que ça, Pierre, c'est si bien que ça, Elden Ring. Alors, il n'y a rien à acheter, il n'y a pas un bout de gras, pas rien. Alors si, mais ça c'est l'apanage de beaucoup de jeux. mais oui, enfin, on commence pas à défendre comme ça. Tu y vas, tu sors la lame et tu découpes. Hein, en fait, pour moi, c'est un jeu qui, tout ce qu'on a dit avant, on peut pas l'enlever clairement. Par contre, il y a des soucis qui sont là depuis longtemps, en fait, avec From, ce qui est notamment en termes d'inventaire, où l'inventaire est juste imbitable. C'est-à-dire que l'inventaire en lui-même, quand on est dans les menus, ça va en fait. C'est-à-dire que c'est mieux qu'un Skyrim pour le coup. Au moins c'est classé et au moins il y a des catégories. Mais par exemple, en fait, accéder aux objets en combat, par exemple, c'est vraiment très mal pensé. Même le fait d'arriver à saisir des indices de buff ou de debuff en fait qui sont pas expliqués. C'est-à-dire qu'on peut équiper un objet si on n'a pas lu entièrement l'explication de l'objet, ou même des fois on peut juste avoir raté la signification d'un symbole. Moi, j'ai vraiment passé, pourtant je connais bien la série, j'ai passé 20 heures à me demander quel était ce petit carré rouge avec une flèche qui descend sous ma barre de vie, par exemple. Et jamais le jeu t'explique ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, pardon? Tu saignes, tu quoi? En fait, non, j'avais pris une bénédiction d'une personne qui, en fait, renie ma barre de vie pour avoir plus de stature, en fait. Okay. Mais elle me le dit vraiment 2 secondes à un moment donné, et jamais j'ai pu revenir. À ce moment-là, pour que mais même quand tu lui reparles, elle te le redit pas, en fait. Donc, c'est ce genre de choses qui sont pas dérangeantes en fait dans le lore du jeu, quand on t'explique pas un donjon, quand on t'explique pas une route pour aller quelque part, tant mieux, parce que ça permet de réfléchir soi, de devenir une sorte de cartographe. Prendre des notes. C'est ça, de prendre des notes. Mais quand c'est vraiment quelque chose qui influe dans ton gameplay et que le jeu ne trouve pas nécessaire de t'en parler, pour moi c'est un souci. Et ça, et effectivement le fait que il y a et je pense que pour le coup, je sais pas si t'es obligé ou pas, mais il y a effectivement une redondance dans certains donjons, notamment les catacombes, où c'est des petits moments sympas parce que ça change un petit peu d'exploration de monde ouvert, et ça amène un peu de nouveautés, ça amène un petit peu de nouveaux types d'exploration. Par contre, ils ont la même tête, ils ont les mêmes assets, ils ont les mêmes ennemis. Patterns. Il y a beaucoup de patterns similaires, même des pièges effectivement qui reviennent. Ce que je comprends en termes d'économie de moyens, mais pourquoi en fait en mettre autant, sachant que le monde ouvert marche déjà très bien sans, en fait. C'est un peu le. Oui, il y a des boss aussi qui reviennent, hein, alors plus ou moins forts, pas toujours avec les mêmes patterns, hein, généralement, mais plus ou moins forts. Et c'est vrai que là-dessus, sur cette économie. Donc l'ergonomie plutôt, et quelques catacombes assez faibles, Marylis. Hein. Il y aurait beaucoup à dire. Sur l'ergonomie, on peut être long. Hein, parce non. la liste est. Déjà, moi, je pars sur le principe qu'il y a
pas de jeu parfait. La perfection n'existe pas et certainement pas dans l'univers du jeu vidéo. C'est-à-dire que même un jeu génial où tu t'en souviens 10 ans après, tu dis ouais, mais ça quand même. Voilà. Non, mais attends, moi j'y avais pas mis 10 sur 10, hein, Zelda, je suis désolée. Non, il y a toujours des défauts, il y a toujours des choses à améliorer. Voilà, prenons-le comme ça. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées. Après, elles le sont pas, tant pis. Non, après, moi c'est vrai que je bosse aussi pour la presse généraliste, donc j'ai tendance à essayer de garder cette ouverture d'esprit-là. Et moi, je trouve parfois qu'il y a un problème au niveau du message. Hein. C'est-à-dire que ça fait super prétentieux de dire ça, mais moi, je pense faire partie des gamers. C'est-à-dire que je joue depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Donc, je commence à avoir un petit peu de bouteille dans l'univers du jeu vidéo. J'ai jamais compté, mais j'ai dû en tester des centaines et des centaines, à la fois pour le boulot et à titre perso. Et du coup, je pense faire partie d'une catégorie qui n'est pas toute la population. Il y a plein de gens qui n'ont jamais touché un jeu vidéo, ou genre ma maman qui joue à Candy Crush. Enfin, tu vois, il y a des disparités. Et moi, ça m'énerve un peu quand je vois partout. C'est-à-dire, je me mets à la place de mes amis qui sont pas gamers ou casus, et ça me gonfle quand un jeu prend trop de place partout, dans les médias, dans les discussions, dans les forums, sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est un peu du forcing, et moi, j'avoue que j'aime pas cet aspect-là, parce que t'as l'impression que si t'adores pas Elden Ring, eh ben t'es une merde, t'as rien compris à la vie. Et moi, j'aime pas ça. J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette discussion. Non, bah oui, on l'a déjà eu sur Dark Souls 3, on l'a déjà eu sur plein d'autres jeux. Non, mais et moi... j'ai précisé au début que le From Software, c'est une foi. Oui. C'est pas d'ailleurs. Alors, est-ce qu'ils l'ont engagé ou pas, malgré ou avec eux? Mais il y a quelque chose de la religion qui est de l'ordre où tu rentres dans cette espèce de et je le comprends. Je ne me moquerai pas de mes amis qui considèrent ça comme une religion ou quasi. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je veux pas. Tu vois, là, on parlait des ventes tout à l'heure. Moi, je trouve ça aberrant. Je suis contente pour eux. Mais je pense pas que sur les millions et des millions d'exemplaires de Dark Souls ou d'Elden Ring vendus, il y en ait beaucoup qui l'aient fini, ou il y en ait beaucoup qui est passé plus de 10 ou 20 heures, parce que c'est quand même un jeu qui est extrêmement exigeant. C'est un jeu de gamer. Je suis désolée, c'est pas un jeu qu'on peut mettre entre toutes les mains. Déjà, il est réellement optimisé sur les consoles next-gen, et va trouver une PS5 à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible. Et surtout, c'est que même des potes à moi à qui j'ai prêté du Zelda, à qui j'ai prêté du Mario, à qui j'ai prêté... Je ne leur prêterai jamais Elden Ring. J'ai pas envie déjà que ce soit plus mes potes. Et puis surtout, c'est qu'il y a un pourcentage de chances qu'ils accrochent réellement et qu'ils aient vraiment envie d'y jouer et qu'ils perdurent, qui est quand même assez faible. Et c'est pour ça que je préfère mettre ça dans les aspects négatifs. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que tous les jeux soient jouables par tout le monde. J'irai pas jusqu'à dire que dans tous les jeux, il faut faire un niveau de difficulté facile, moyen, extrême. J'irai pas jusque-là, mais je pense que ce serait de la malhonnêteté de faire croire aux gens ouais, non, mais c'est une grosse vente, hein, il y a des millions d'exemplaires vendus, donc allez-y. Tu vois, j'ai l'impression d'être un vendeur Micromania, en fait. Et voilà, le mec, il arrive dans le magasin. Il a pris beaucoup de place médiatique. Oui, mais tu vois, moi, je suis vendeur ou Fnac ou Amazon, on s'en fout. Le gamin, il rentre dans ma boutique, il fait bah, y a quoi comme jeu en ce moment? Alors, fais gaffe, Elden Ring, t'en as entendu parler, mais est-ce que c'est vraiment pour toi? Tu vois, je poserai d'abord des questions. Ce qui a changé, je pense aussi, par rapport à l'époque soit de Dark Souls, même du 3 quasiment, c'est en fait l'importance que ça a eu sur Twitch en fait. C'est la manière dont Twitch a pris le lead là-dessus et où en fait tous les gens influents sur Twitch y ont joué à un moment donné. Et forcément ça appelle à essayer. Et on est d'accord sur le fait qu'il est vachement plus, attention, je mets des méga gros guillemets, vous me voyez pas faire, vachement plus facile avec ce côté monde ouvert où tu peux t'enfuir et aller ailleurs. Il y a des systèmes. Hein. Moi je sais que par exemple ça a gueulé un peu sur internet parce que en gros quand tu croises un groupe de 4 personnes, tu les tabasses, en fait tu replénishes tes 3 fioles de vie, tu vois, et en fait tout va bien. Et là, les gens font quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, comment ça va, tu vois. Donc oui, non, c'est un peu plus abordable. Ouais. Alors après, de toute façon, ça rejoint l'ergonomie. Ce qui est assez drôle, c'est que les Souls ont fait la fortune de quelques youtubeurs influenceurs qui ont fait des guides. Tant mieux, machin, etc. Ce qui est drôle, c'est que évidemment, je suis pas le seul à le dire, et donc je suis pas le seul à le savoir. Et donc là, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de youtubeurs qui est née avec Elden Ring. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils font énormément de vues, parce que moi je les suis, parce que allez, voilà, c'est mon premier tip, je vous le donne avant, allez voir sur YouTube, trichez, le jeu n'a aucun code de chevalerie, trichez, gagnez, de toute façon vous allez en souffrir, le jeu vous fera souffrir, y a pas, mais vous pouvez tricher, c'est pas un problème, vous pouvez farmer. Écoutez, il n'y a pas de code interne. Et il y a une espèce de nouvelle génération de YouTubeurs. C'est devenu un skill. Tu sais, il faut le skill Elden Ring. Il y en a besoin, de toute façon, on le disait, il n'y a pas d'ergonomie. Ou très peu, elle est très mauvaise, on t'explique rien. Les talismans, tu sais pas comment c'est foutu, comment tu les augmentes, où c'est que tu trouves les pierres de forge 7 et 8. Ah oui, la 8, tu la trouves qu'à la fin. Mais à la fin, c'était vraiment à la fin, mec, t'es sérieux ou quoi? Je peux pas monter mon truc. Je peux pas jouer 50 heures pour aller chercher le bousin. Il y a un NG+, non? Il y a un NG+, je crois, sur le... Oui, t'as un NG+, mais enfin, faut-il encore arriver, descendre chez le géant de feu ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, tu prends quelques suées quand même, avant, c'est pas... Mais
c'est pas grave, le jeu est comme ça, et le jeu appelle à ce qu'il y ait des guides, et c'est super, et il y a des gens qui font un boulot formidable. Mais là, il y a toute une nouvelle D'ailleurs, il faut génération. le dire, hein, nous on reçoit, en fait, faut le dire, faut préciser, hein, nous quand on reçoit un code du jeu ou quand on reçoit le jeu, on nous envoie un guide aussi pour pouvoir jouer un starter. Moi, Oui, un starter oui, guide, hein. Sur oui. la principale. Le Je suis PDF. désolé, moi je l'ai Très joli, acheté. d'ailleurs. Ah, bah, Moi je l'ai voilà. acheté. Alors je l'ai acheté, mais c'est pour ça que je viendrai à ma principale critique, qui est que George R. Martin, quand même. Alors pardon, moi je suis un littéraire, j'ai lu les livres de R. Martin, quasiment tous, je l'aime beaucoup, machin, etc. L'une des premières, hein, ça doit être la troisième trailer ou l'image, c'est George R. Martin et From Software. From Software me fait pas rêver, me fait rêver en termes d'image. Et R. Martin me fait rêver. Donc, tu appelles une narration. Et ce que disais, tu es juste, effectivement, le jeu développe une narration, mais c'est la même, c'est un sans éclat, un sans grade qui va devenir roi. Et il y a une espèce d'élément poétique dans le fait de se balader dans ce truc mortifère en ruine, où à un moment tu te sens seul. Même si moi, c'est plutôt Dark Souls 2 ou même 3, où ce sentiment était plus appuyé. Je trouve que le hub, par exemple, de Dark Souls 2 est réellement triste. Mais il est triste, quoi. Il y a vraiment une profonde tristesse de village presque abandonné, mais à moitié, quoi. Tu sais pas très bien où t'es. Où vraiment, au bout d'un moment, tu te sens... T'es mal à l'aise et un peu seul. Je l'ai pas senti, puisque tu peux fuir aussi ce sentiment-là. Finalement, dans Elden Ring. Le monde ouvert te permet, et puis il y a des moments qui sont très très beaux. Tu disais la Sophia sous la terre avec cette espèce de ciel absolument. Mais t'as quand magnifique. même des bâtards qui veulent te tuer. Il y a toujours des bâtards qui veulent te tuer. Mais je trouve que le George R. Martin, là, ils ont trop appuyé. D'ailleurs, ils ont reculé, ils le mettent de moins en moins en avant. Oui. En tout cas, ils le mettent pas plus en haut de l'affiche. C'est qu'il n'y a pas de narration en réalité, il n'y a pas de mise en place d'un récit. Mais Il y a un récit classique. C'est Mais pas si- tu t'attendais T'as à lu les Game of interviews Thrones? Assez peu, quoi. Non, mais je m'attendais à ce qu'ils puissent faire une propre révolution sur eux et pas me proposer toujours la même histoire qui est dans Demon's Souls déjà. Et c'est pas grave. Le jeu s'en passe très bien. C'est-à-dire que la même histoire de ce Sangrad qui va arriver roi du chaos généralement. Enfin non, Parce il y a un background derrière, il y a quand même les différents. Attention, Ouais. ça c'est ce le qu'on lore. t'explique Le dans lore est absolument merveilleux. Apparemment, c'est là qu'il est intervenu, Martin. C'est sûr. Ah, Moi, apparemment, Moi, il a- moi, c'est de ce ce que qu'il a j'en ai écrit, en lu, fait, oui, hein. oui, oui. Il y a eu Quand des tu amènes interviews un aussi. écrivain, tu amènes une narration, tu amènes un récit. Alors attends, je préfère vous le résumer, ça va durer 30 secondes, parce qu'il y a eu des interviews qui ont été publiées sur Internet, il y a eu plein d'articles là-dessus. C'est que de ce que Martin en dit, il aurait été contacté par From Software, qui lui ont dit voilà, on est en train de bosser sur un jeu, voilà les bases de l'univers, on te les envoie. Et il aurait lu, il aurait fait ouais, c'est cool, je veux bien bosser avec vous. Voilà quelques petites propositions. C'est-à-dire que le truc était déjà. Il y avait déjà le scénar, il y avait déjà l'univers, il y Non, avait mais tout. Le le mec, lore il a est fait genre, fantastique. allez, tiens, lui, au lieu de lui mettre des mains, on va lui mettre des pinces. Enfin, j'exagère, mais je pense pas que son niveau d'intervention Non, mais était l'univers Son est niveau fantastique, d'intervention, c'est hein. dans la famille en fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans la création en fait de Oui. chaque personnage, mais même si c'est pas une création Oui. visuelle, c'est pas une création voilà. Et en fait, lui, c'est le frère de machin, qui est C'est le ça, le c'est demi-frère de exactement l'autre, ça. qui a comment dire, comment t'appelles l'arbre ça généalogique. Non, mais qu'il a trahi ou je sais pas quoi. Oui, Donc, en non, fait, mais tu te l'ancien retrouves monde, avec le lore de l'ancien monde, l'univers, enfin, c'est-à-dire l'univers de l'ancien monde, je suis sûr qu'il est fascinant. Enfin, pardon, quand tu es dans le jeu, tu t'en. Ouais. Personne Non, n'en mais- parle oui. sur YouTube. Là, par exemple, si Et- on parle des YouTubeurs, là, t'as Bah, t'as tu- plus tu- personne. Le tu truc, peux- c'est c'est- qu'ils ont annoncé récemment que en fait, ils allaient étendre l'univers, en fait, si tu veux, à autre chose que le jeu vidéo. C'est-à-dire à l'univers d'Elden Ring. Donc Ah bah là, la peut-être question qu'il y aura- se Bah, pose, marketing. la La question question se se posera. pose là-dessus, quoi. Tu vois. Moi, en tout cas, j'ai été déçu de ça, pas du reste, hein, mais de ça, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont arriver à intégrer, parce que ça, c'est la dernière chose à intégrer pour eux, une narration peut-être un peu éclatée, peut-être un peu différente d'ailleurs, hein, et créer une petite révolution, en tout cas quelque chose de nouveau, et ils ne le font pas ici. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Quand tu vois George R. Martin, tu peux te dire que quelque chose peut se passer, pas énorme, Bah, mais cette chose-là même ne se passe pas. Il y aura sûrement des romans Elden Ring, c'est juste que c'est pas Martin qui veut les écrire, il Non, arrive même bien pas à sûr, finir hein. les siens. Non, mais je comprends effectivement l'attente par rapport au nom. En fait, c'est que effectivement, moi, je vois ce nom-là sur un jeu, je vais me dire, je vais avoir un récit aussi touffu et justement à tiroir que Game of Thrones et ce qui est pas le cas du tout. Et qui sert pas en plus. Non, Parce que des fois, tu te retrouves devant un mec, il a beau s'appeler Siegfried de machin, tu sais que c'est le petit-fils de Bidule, tu t'en fiches, quoi. mais c'est parce que je pense que ça pour le coup, moi ça me dérange pas dans le fond. C'est juste que je comprends l'attente par rapport au nom. Après, effectivement, ce que le jeu propose en termes de narration, effectivement, c'est assez faible en termes de scénario. Mais chaque petite histoire dans la grande a un vrai intérêt et plutôt construite. Et c'est ce qu'il y a de mieux, généralement, moi, je trouve, dans les mondes ouverts, en fait. C'est ça le truc aussi. C'est que, en Ouais, fait, alors après, c'est figé. Hein, il y en a certaines non, qui non, sont non, chouettes, bien hein, des sûr, quêtes. Hein. mais Mais bon, ils sont pas très vivaces. Mais moi, je m'en- ils sont pas vifs, les PNJ. Hein. non, non, bah, ça, Ils datent de 2009. Hein. Ils Ils sont ont- bien, mais si. Voilà. Alors, encore une fois, ça fait partie du charme. Il n'y a rien à dire, puisque tout est cohérent, tout est beau, etc. Mais je trouve que c'est vraiment leur dernière barrière pour quitter un peu pour alors vraiment être totalement. Là, ils seraient pour moi au sommet. Quoi. C'est-à-dire que voilà, si ce système de combat,
et cette beauté visuelle, ils arrivent à intégrer un système narratif qui sera pas forcément avec un début, un milieu, une fin classique, mais quelque chose quand même de plus fort. Là, je pense que... Ouais, mais ça, c'est le truc le plus difficile à Ah, faire. mais je comprends. Non, c'est je pas le plus comprends. difficile à faire, mais en tout cas, comme c'est de toute façon le truc le moins important, on va dire, entre guillemets, puisque on voit bien que les gens arrivent à y jouer sans problème et sans se poser toute la cohérence de l'univers, tu vois. Ouais, complètement. En fait, forcément, c'est passer du temps dessus, il faut vraiment le vouloir, quoi. C'est ça, et puis je pense que ça se mettra peut-être en forme aussi dans le futur de la série, parce que ça fait quand même plusieurs fois que Miyazaki veut changer d'univers. Et lui, il va revenir sur des Armored Core, qui était pour le coup, pareil, en termes narratifs, très sporadique aussi. Et je pense que ça vient de là aussi. Et le truc, c'est que... Il il y avait vraiment vaguement des camps. Voilà, mais, c'est le lac de sel, si tu veux. Ça, y a pas, bon, voilà, et c'est je pense qu'effectivement, peut-être avec une autre équipe, avec un autre lead narrative, ou des gens qui ont vraiment envie de raconter une histoire, ce serait peut-être différent. Mais pour le coup, je pense que tant que lui est là, ça m'étonnerait que ça change énormément en fait, en termes de narration. Vos tips pour survivre? Allez, un petit truc et astuce. La patience. Exact, parce que pourquoi la patience? Parce qu'en fait, le jeu va à son tempo. Donc, si vous voulez aller au vôtre, vous allez mourir. Voilà, vous allez mourir plus vite encore que la normale. Il faut s'adapter au tempo. Patience, farming. Tester les pouvoirs. Parce qu'en fait, quand tu te retrouves, alors c'est quand même un truc, quand tu vas acheter des pouvoirs, etc., tu te dis, alors pourquoi ce pouvoir-là sur lui? Dieu seul le sait, tu vois. Mais bon, quand tu testes, je sais pas moi, quand tu envoies un spell des trois loups là sur tel boss ou je sais pas quoi, et que d'un seul coup en fait tu te rends compte que tu lui as envoyé une incantation, merci. Tu lui as enlevé 3 quarts de sa vie, tu fais ah bon. Tu te dis ok, mais alors, encore une fois, pourquoi, comment, tu vois, voilà, je veux dire, t'es juste trop content que ça soit le cas. T'as aucun donc moyen tu te poses de plus la question, quoi. deviner. Non, voilà. Ouais, Mais en testant, ça... si tu testes en fait, c'est ça le truc. Alors l'arme imitatrice, pardon. Voilà. La meilleure incantation. L'une des meilleures, c'est quand même la meilleure, c'est-à-dire qu'il crée un double de vous. Il y a aussi... voilà, donc si vous avez construit un espèce de type énorme qui déchiquette tous, il y en aura 2 sur le paletot du boss, ça va vous assurer. J'ai entendu dire aussi que le fait d'utiliser, par exemple, dans les classes, en fait, d'utiliser le magicien plutôt qu'un guerrier ou la magie le mode monte facile, c'est le plus magicien. vite et plus facile parce que du coup tu peux attaquer à distance. À distance, voilà. Tu peux Bon, leur ça faire reste très, très difficile, hein. Non, tu leur fais très très mal parce qu'en plus tu peux envoyer des attaques sur 20 mètres. Alors, Oui. d'un coup, c'est pas avec ta petite lame là. Parce que quand t'as des boss qui font 10 mètres de haut, c'est chaud, et quoi. tu te fais défoncer. Voilà, disons que dans le monde d'un Soulsborne, s'il y a un degré de facilité, on va dire que c'est C'est ça. le Mais magicien, bon, ouais. c'est franchement pas. Le Moi, je magicien, trouve pas ça si facile que ça non plus. La force, c'est le mode hard. Après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais au final, le perso que tu choisis au début, ça n'a pas réellement d'importance parce que très vite, tu vas orienter ton gameplay, quoi. Moi, je sais qu'au début, j'avais pris un guerrier et au final. C'est RPG, donc tu décides où tu mets les. Oui, T'as un au micro-avantage tout si tu prends quand même un mage ou le mage, il défonce. C'est souvent, en termes d'heures, j'ai l'impression, c'est-à-dire que genre, moi, justement, j'avais essayé 2 builds en commençant et en fait, j'ai vu au bout de 10 heures que ça avait plus d'importance à ce moment-là. En fait, c'est que c'est important au début. Et ça amène un petit boost sur certaines compétences, mais alors moi je suis Build Force, j'ai pas créé 2. Je peux te dire que Build Force, ne le prenez pas si vous vous sentez pas bien parce que j'ai une centaine d'heures au niveau 150. Niveau 150, sur les derniers boss, j'ai l'impression de leur piquer avec une petite aiguille. Donc j'ai 60 en force. Donc voilà, celles et ceux qui jouent au jeu déjà se rendent compte du truc. Tu fais voilà, donc non, le build force, en tout cas, c'est sûr que c'est le mode hard, c'est-à-dire vraiment, là, il te pardonne rien, t'es obligé d'être au corps à corps avec les boss qui te flinguent en 3 coups. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé dans les défauts, c'est justement la taille des boss, c'est-à-dire que quand t'as des boss qui sont trop grands, tu vois pas grand-chose. La caméra, elle a tendance à glisser un peu. Et si tu joues plutôt contact que magie, tu vois plus rien. Quelle caméra? C'est un boss. Non, mais ça aurait pu passer si t'avais eu des boss, on va dire, à taille classique, genre jusqu'à 2-3 fois ta taille, ça va. Mais dès que c'est au-dessus, voilà, faut avoir de bons yeux. La caméra, c'est pas David Fincher. Non, la caméra est pas bon. Voilà, la caméra est pas bonne. Et alors, le pire, c'est sur certains passages de plateforme, évidemment, ils sont allés. Le masochisme va jusqu'à des phases de plateforme extrêmement compliquées, extrêmement dures, sur des petites poutres comme ça où tu mets à peine un pied. Et évidemment, il y en a plusieurs à passer. Et pour atteindre le super loot, mais bon, au bout, tu sais très bien que tu vas être récompensé. C'est toujours le même jeu. Et voilà. Et donc là-dessus, ils sont vraiment aussi très un côté très très hardcore. Et d'ailleurs, petit tips aussi, il faut pas avoir, parce que c'est pareil, on en parlait
sur le net on dit oui, non mais il faut vraiment se battre seul contre le boss. N'hésitez pas à invoquer soit des gens en fait en multi, soit en fait d'avoir justement comme on disait, une invocation. Notamment par exemple la méduse qui au début est hyper pratique parce qu'en fait elle va attirer le regard des ennemis. Il faut pas hésiter à prendre ça. C'est-à-dire que oui, alors vous aurez pas battu le boss en un contre un, mais il y a aucun intérêt. C'est-à-dire que juste l'intérêt c'est de le battre. Si après vous voulez y revenir plus tard et vous battre en un contre un, très bien, mais faut pas hésiter à invoquer soit des PNJ, soit des vraies personnes, parce qu'on peut le faire en multi, soit des invocations. Voilà, et il n'y a pas d'école du skill. Alors, vous pouvez avoir une école du skill dans Elden Ring si vous le voulez. Il y a une école du farm. C'est-à-dire, si vous voyez qu'en un coup, le boss vous dessoude un quart, on va dire, de votre barre de vie, barrez-vous, de toute façon ça va pas durer très ou trop longtemps. Allez farmer, grandissez ou baladez-vous dans le reste du monde ouvert, tuez-en quelques-uns, faites quelques runes, parce que c'est la monnaie locale à la place des âmes, c'est les runes, et faites monter les niveaux, petit à petit la défense va monter, etc. Et quand vous reviendrez sur ce boss, déjà, les coups seront quand même un peu moins forts et vous dites, ok, voilà, je peux faire une roulade, je peux commencer à faire quelque chose. Mais ne pensez pas que, en slip et en chaussettes, vous allez pouvoir comme ça, si vous débutez surtout dans les Dark Souls, voilà, ça va être très très compliqué. Donc, allez farmer, il y a pas de, il y a un moment, il y a quelques points. D'ailleurs, ils les ont laissés. Là aussi, ça rejoint un certain mode facile, mais qui n'ose pas dire son nom. Ils ont laissé 2-3 spots de farm, mais très très gros, pour les gens comme moi, voilà, qui ont besoin de farmer et d'élever le niveau. Et ils l'ont fait sciemment parce qu'ils ont déjà fait des mises à jour pour nerfer, pour descendre, pour downgrader certaines armes, etc. Ça, ils le voient très bien. Il y a des vidéos YouTube partout. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à monter pour être un peu plus à l'aise. Non pas pour rouler sur les boss, mais déjà pour avoir des combats un peu plus égaux. Mais même pour passer le début, parce qu'au final, c'est le début qui est complexe. Et moi, je sais qu'il y a des amis qui l'ont acheté et qui pensaient l'arrêter parce qu'ils avaient du mal. Je leur dis, mais n'ayez pas honte d'aller regarder des solus ou des vidéos sur internet, parce que si vous avez choisi de je sais pas, de jouer à la magie ou de jouer à la hallebarde, que sais-je, regardez, vous allez la trouver. Parce que si c'est ça qui vous rebute, c'est de vous faire casser la tronche en 3 coups, trouvez l'arme qui va vous permettre de vous défendre et de continuer dans le jeu. C'est le gros avantage des jeux à succès, quoi. C'est que en fait. Et nous on l'avait pas quand on l'a testé, on était au début. C'est d'avoir autant de vidéos maintenant sur internet depuis maintenant un mois. Elle ne vous donne pas tout, je vous le dis tout de suite, parce que là vous parlez il y a un nain qui est au milieu qui s'appelle Radan, qui est au milieu, puisque vous le finissez, je crois que vous tombez à 50% de la durée de vie, de la durée du scénario. Donc Radan, par exemple, c'est un truc énorme, vous vous battez dans un désert titanesque. C'est une bataille qui se passe à cheval, puisque le cheval est quand même génial dans le torrent, est quand même génial dans le poney. Le poney qui n'a pas le droit d'entrer dans les grottes. Voilà, c'est comme ça, il n'a pas le droit, il est interdit. Il y a un petit panneau, de toute façon. Il y a un panneau interdit au poney. Et donc le Radan, lui, il a une espèce de pattern final où, que vous soyez niveau 60 000 ou 6, vous êtes mort. Et donc, de fait, là, tu es obligé de te dire, alors attends, ça fait quand même 15 fois que je meurs, il va falloir quand même que je me mette à réfléchir. Et là, les vidéos vous donnent quelques astuces, mais en fait, en réalité, là, il va falloir un tout petit peu de skill, un petit peu de chance aussi, pour vous échapper à ce genre de phénomène. Et il y en a d'autres. Je pense que c'est quand même un jeu Dark Souls, c'est quand même difficile, bien sûr. C'est-à-dire que la difficulté. Personne n'a jamais dit le contraire. Ne pensez pas que vous allez pouvoir échapper indéfiniment. C'est facile. mais c'est vrai qu'enfin, pour revenir justement sur ça, c'est vraiment, pour moi, un truc fondamental, c'est genre jouer comme vous voulez en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de règle de. Au McDo, quoi. Arrête, j'ai faim. C'est qu'en fait, c'est un jeu qui est suffisamment libre dans ses mécaniques et dans ses choix. Notamment, en plus, à un moment donné, c'est pas du tout un spoil, mais vous pourrez rebooter entièrement vos stats, en fait. Oui. Donc, il n'y a pas de pression. Je me suis trompé au début ou machin. Donc, c'est jouer comme vous voulez. Et surtout, voilà. Et vous avez vraiment assez de manières de jouer différentes pour s'adapter à votre manière de jouer. Vraiment, il n'y a pas de jugement de faut jouer de ta manière, c'est juste jouer comme. Ah oui, non, mais il n'y a pas de jugement pour toi dans ton coin. Mais après, le truc, si tu veux, c'est que non, mais c'est vrai, c'est ce truc, en fait, il y a un truc, moi, que je trouve assez marrant, mais Marie s'en a touché 2 mots tout à l'heure, quoi. Il y a cette espèce de logique autour de ces jeux-là, où d'un seul coup, tu te retrouves à la récré. En fait, avec des gens sur internet qui t'expliquent d'un côté effectivement que si t'as pas joué comme ça, mais dis donc t'as pas les couilles. T'es mauvais, t'es pas un gamer. Mais justement, et moi ça me fait rigoler parce que on dirait, tu sais, Frangin malgré eux là, avec Will Ferrell, tu vois, c'est des mecs, des gros durs de la cour de récré, tu vois, qui se font bolosser par des gamins de 8 ans, tu vois. Donc en fait, t'as envie de dire, c'est un jeu vidéo les gars, calmez-vous. Non mais c'est vraiment le côté toxique de cette manière de voir les choses là. Il faut pas les écouter parce que clairement c'est
eux, c'est leur logique de jouer très bien, mais c'est pas celle de tout le monde et il n'y a pas de loi. Et s'ils ont c'est les le temps Will de Smith jouer de- 10 heures par jour, s'ils ont le temps de jouer 10 heures par jour, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas mon cas. Hein. Oui, puis on peut jouer façon. C'est vrai qu'on peut jouer façon chill. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tout doucement, lentement. On Après, peut c'est quand même fuir, un peu un faire gouffre tomber les mecs dans temporel. les ravins. C'est non seulement un gouffre temporel, et attention, c'est une drogue. C'est-à-dire qu'une fois Ouais, que vous ouais. avez la drogue du loot dans le sang et du combat et de cette espèce d'énervement là constant où vous êtes toujours en ébullition au niveau des nerfs pour combattre, là c'est une drogue. Puisqu'il n'y a pas d'équivalent à ce que je dis, cette émotion quasiment Ouais. sur le marché. Voilà, donc Et- eux, et- ils ont compris que le dealer, From Software, a bien compris ce qu'il donnait comme produit. C'est ça, et Et puis leur produit est génial. le fait aussi de dire, en fait, qui était aussi dans les RPG à l'époque, surtout dans l'RPG 16-32 bits, c'est le fait d'avoir des panoramas fixes et de voir en fait au loin une montagne avec un château et de dire tiens il me reste 1 heure, je vais peut-être essayer d'aller là et ça c'est typiquement le jeu pour ça, c'est à dire que 4 on heures va avoir après. une grotte, on va faire tiens je vais aller voir ça, et c'est un jeu qui a un gouffre de temps pour ça, mais parce que c'est le plaisir de l'exploration, ouais. Elle arrive quand la suite? On demande la suite, Elden Ring 2 ou pas? Pourquoi faire Il y en aura forcément une, je pense. Ouais. Mais en fait, c'est surtout que, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils vont étendre sur tout l'univers à d'autres médiums. Donc c'est plutôt là, à mon avis, que ça va arriver. Pour Mais commencer, un quoi. comme ça, tous les 5-6 ans, ça va. Il n'y a pas besoin d'en Ouais, faire puis il plus. faut Ouais. ça demande du travail quand Oui, même. c'est ça. Et puis, D'autres jeux s'il y a la possibilité de justement pas faire en sorte que ce soit tout le temps. Voilà, il y a GTA 5 qui vient de ressortir. Oh là tu là, vois, quelle on va histoire, peut-être pas, tu vois, on va peut-être pas Ah, faire mais ça à chaque Skyrim fois, quoi, tu vois. ressortira sur Donne toutes ton les âge, plateformes hein. jusqu'en Skyrim, 2050. effectivement, Ah qui est en- oui, qui est en- qui est en Pareil, machin, hein. donc, Même combat. on peut peut-être pas faire ça, effectivement, mais et puis surtout de la nouveauté, quoi, quelque part, en fait, à proposer ça si tu peux vraiment faire quelque chose de nouveau, quoi. Mais Oh. c'est ça qui est... Moi, je sais que c'est ça qui m'a attiré dans le Elden Ring, alors que j'avais pas du tout envie d'y jouer au début quand ils l'ont annoncé. C'est que, enfin, on est un peu arrivé à l'époque des remakes, quoi. Et moi, du coup, j'aime bien quand on me fait une nouvelle proposition, que Bah c'est oui, pas bien sûr, l'épisode 15 d'une même Mhm. série qu'on tient. Donc oui, c'est un univers qui se rattache à d'autres choses, mais c'est quand même une nouvelle proposition, et mine de rien, aujourd'hui, c'est rare. Bonus track, c'est la fin donc de ce podcast sur Elden Ring. On va vous demander à chacun d'entre vous quel est votre jeu du moment, hors Elden Ring bien sûr, qui vous prend tout votre temps, mais 99%. Mais quel est le 1% qui reste? C'est quoi votre jeu du moment? C'est quoi ton jeu du moment, Stéphane? Voilà, moi j'en ai 2 parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. Ça fait pas, j'ai 4 jeux en ce les deux, moment, hein. donc tu Ça. me piqueras rien. Bah, en fait, alors je parlais, je pensais à Ghostwire Tokyo, puisqu'on en a parlé, quoi, qui est un jeu de Shinji Mikami. Alors Mikami, évidemment, voilà, c'est le créateur de Resident Evil et c'est celui qui a réinventé Resident Evil avec Resident Evil 4, quoi. Moi, je trouve qu'il s'était un petit peu perdu ces dernières années avec Evil Within, qui est un jeu sympa, hein, mais qui est Si, un il est peu, sympa, un quand peu, même. comment dire, un peu. C'est dans du les- couloir à gogo, mais c'est sympa. Ouais, puis oui, c'est dans les la rails base. de, Old c'est dans les school, rails quoi. de ce qu'il faisait, en Ouais, c'est fait, la avec, formule, avec alors plus horrifique, hein, que Resident Evil 4, quoi, mais c'est un peu dans ces C'est un peu rails-là, quoi. surprenant, voilà, il y avait peu de surprises en fait. c'est ça. Là, ce qui est cool, c'est que donc, c'est un FPS, open world, dans un Tokyo complètement vide, parce que en fait, en gros, il y a comment dire. Alors, attends, ce qu'il faut. Attends, si je C'est dois très résumer- folklore japonais. Ouais, si c'est-à-dire je que dois t'as une résumer l'histoire. sans spoiler, disons que ça se passe dans Shibuya de nos jours. ouais. Il y a un mec qui se retrouve avec des pouvoirs et il va être confronté à tout le folklore japonais, des yokai, des machins, des trucs comme ça. Voilà. Et le truc qui est assez cool, en fait, c'est que le jeu il est pété du casque. C'est-à-dire vraiment, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que t'es en train d'avancer, c'est-à-dire que t'as la storyline en fait de base où bon ouais, Tu t'en fiches. moi, voilà, tu passes à côté, quoi. Mais en fait, le truc, par contre, ce qui est assez mortel. Bon, t'as des moments en fait horrifiques assez cool et tout, hein, assez voilà. Jumpscare. Mais par contre, en fait, t'as aussi des petites stories, des petits machins, des petites quêtes de monde ouvert, en fait, qui sont assez cool, assez poétiques et tout ça. Et à côté de ça, des créatures effectivement complètement tarées, des yokai, des trucs comme ça. Et quand tu rentres dans un 7-Eleven, tu vois, enfin un petit comment t'appelles ça? Un combini. Un petit supermarché, tu te fais servir par des chats, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, c'est complètement taré. Et ce qui fait que c'est assez classique en termes de combat. Oui. Parce que vraiment, en fait, tu as trois types de pouvoirs, en fait, si tu veux. Tu vas upgrader. Voilà, c'est ça, tu as des éléments. Par exemple, en plus, tu upgrades assez vite. Hein. C'est pas un jeu très très long, hein. C'est 30 heures de jeu à peu près, 20-30 heures de jeu. Mais par contre, donc ça, c'est le système principal. Par contre, la carte est super dense. C'est-à-dire, c'est vraiment urbain, toute petite ville. C'est hyper, je trouve, immersif. C'est-à-dire que moi, je suis jamais allé au Japon et en fait, pour le coup, ça donne vraiment envie, quoi, tu vois. Et comme c'est un peu taré, en fait, comme ça part un peu dans tous les sens et tout, bah en fait, c'est une proposition assez unique, mine de rien, au final, quoi. Et c'est ça qui est plutôt cool, quoi. Donc, je sais pas si c'est. Quoi le titre? Alors, Ghostwire Tokyo. Ok, Ghostwire Tokyo et console et PC ou? Oui, alors je crois que c'est PC puis PS5. Ouais, Ok. c'est vrai.
Pierre, ton bonus track. Alors, j'espère aussi ne pas reprendre des jeux d'autres personnes, mais on parlait de Tunic justement. C'est pareil, je suis dessus aussi en ce moment. Et alors c'est rigolo parce que justement on parlait d'Elden Ring et c'est un jeu qui, comme beaucoup depuis Dark Souls, reprend quelques mécaniques de jeu là, c'est-à-dire le système de feu de camp avec les ennemis qui repopent derrière, le fait de sauvegarder qu'à ces moments-là, le fait que ce soit très cryptique avec beaucoup de passages dérobés. Tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas d'où tu viens, t'as rien. C'est vraiment ça. Je reconnais l'école. Mais alors c'est un jeu qui est fascinant pour un élément, c'est qu'en fait il a un manuel intégré. C'est-à-dire comme à l'époque on achetait un jeu sur sur NES ou Super NES, qu'on rentrait avec ses parents dans la voiture et qu'on lisait le petit manuel pour savoir tout ce qui allait se passer dans le jeu. Alors là c'est ça, sauf que ce manuel-là en fait est plein d'indices pour la quête principale. Et donc on va avoir des numéros cachés sur des pages, on va avoir des trucs cachés sous une vieille tache de café sur une des pages aussi. On va devoir décrypter une sorte de langage ancien pour savoir où aller. Et il y a vraiment toute une partie du jeu qui est j'ai cet élément-là cryptique, comment je trouve des indices dedans. Et c'est une vraie énigme en soi. Et le jeu en lui-même marche bien. Enfin, c'est une sorte de mélange entre Zelda et Dark Souls qui marche très bien. Mais cette logique de j'ai ce qu'il faut sous la main, mais je dois un peu essayer de comprendre ce qui se passe, pour le coup marche bien et surtout assez original parce que j'ai assez peu vu de jeux comme ça où on avait une partie jeu pur et une partie vraiment analyse d'énigmes et analyse de Ce que tu oublies de dire, ce qui est important, c'est que le livret dont tu parles, tu l'as pas au début. Non, voilà, ça. C'est-à-dire tu trouves les pages et t'as aucun indice sur où les trouver. C'est-à-dire que t'es balancé dans un monde en 3D isométrique, donc déjà tu peux pas tourner autour, tu peux pas machin, donc tu te balades un peu, tu sais pas trop où tu vas. Puis à un moment tu vas trouver un bâton, ah super. Puis à un moment tu vas trouver une fraise, youpi. Et à un moment tu trouves une page. Et cette page tu l'ouvres et déjà 90% du texte tu le comprends pas. Et tu commences à zioter, à chercher. Et du coup, ouais, c'est un peu comme dans Elden Ring. C'est-à-dire que tu passes ton temps à te balader sans vraiment forcément savoir où tu vas. Ou tu as des maigres indices. Genre, par exemple, il va dire va à la forêt de l'Est. Ok, super, la forêt de l'Est. Tu as un panneau, tu sais pas lire ce qui est dessus. Enfin, bon. Et des fois, tu vas te retrouver dans des coins, tu sais pas comment tu y atterris. Genre une échelle qui s'est cassée ou un truc machin. Et tu trouves ça des petits monstres moches, genre des slimes ou des insectoïdes. Ils te cassent la tronche en 2 coups. Et tu fais, mais mince, où j'ai atterri. Et alors que t'es un petit renard, t'as une espèce de petit renard tout roux, tout mignon dans une petite tunique. Le décor, on dirait qu'il est découpé dans du polystyrène. Donc le monde te laisse pas du tout présager de combien tu vas en chier. Et moi, je trouve que c'est ça qui est cool dans Tunic. Ouais, et puis c'est très malin aussi, je finirai là-dessus, mais c'est très malin le fait que ce soit en 3D isométrique et qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui soient cachées derrière le décor. Oui. Il faut aller derrière le décor, il faut essayer de fouiller dans les recoins que la caméra cache. Et j'adore le fait de, justement, contrairement à un monde ouvert, que tout ce qui soit caché soit de fait parce que la caméra ne voit qu'un côté du décor. Et des fois, tu vas mettre 1 heure à faire le tour pour récupérer un coffre, et quand tu y es, tu vois qu'il y avait un passage juste à côté. Tu fais, mais mince, j'ai perdu mon temps. Non, c'est un truc de fou ce jeu. Tunic a joué sur PC, Xbox. Je crois que c'est une exclu Xbox, mais en tout cas, il est dans le store Xbox. Il est sur Game Pass aussi. Marie, c'est un jeu. Il me reste plus grand chose, non, je rigole. J'ai commencé, mais là je viens tout juste de commencer le Tiny Tina's Wonderlands, donc qui est issu de la saga des Borderlands, merci, je suis fatiguée. Et en fait, je l'ai testé. Alors que moi, je suis pas ultra Borderlands à la base. Enfin, ça reste une très bonne licence, hein, mais je suis pas. Voilà, il y en a plein d'autres genres. L'esthétisme est marrant et tout. Mais là, j'ai essayé parce que le pitch m'a séduit. Et en fait, c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est une équipe, ils sont en train de jouer à un jeu de rôle. Donc, il y en a un, c'est un chevalier, il y en a machin et tout. Et en fait, t'es dans le jeu de rôle, t'es dans leur personnage. Et du coup, je trouve que c'était super original. Et je viens de commencer, là, j'ai dû jouer 5 ou 6 heures à tout casser. Et ça reste le côté super fun des Borderlands. Tu retrouves plein de clins d'œil à partout, mais c'est dans un univers de jeu de rôle, donc t'as aussi plein de clins d'œil, des fois un petit peu caustiques, sur l'univers des rôlistes, à quel point on est des geeks enfermés dans le noir, dans nos bouquins et tout. Et je trouve ça super drôle, je suis mort de rire tout le temps, quoi. Donc j'ai hâte d'aller un peu plus loin. Ouais, mais je joue aussi à Ghostwire Tokyo et à Tunic. Il sort quand d'ailleurs, lui il vient, je crois qu'il est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus. Enfin, c'est tout nouveau, là, c'est tout nouveau. Okay. Mais je rejoins juste vite fait Stéphane sur Ghostwire Tokyo, parce que moi, avant de le recevoir, non, je te dis une bêtise, je l'avais eu avant, mais j'avais pas eu le temps de le lancer. J'avais vu plein de reviews qui disaient que c'était une catastrophe, qu'il était moche, qu'il était mauvais. Et j'ai eu super peur quand je l'ai allumé. Et finalement, franchement, c'est vrai qu'il est pas super beau. Enfin, il y a des fois, en fait, c'est que ça fait plaisir d'avoir un jeu où tu sais pas exactement où il va, en fait, si tu veux. Puis quand t'aimes bien la culture japonaise, la culture asiatique, c'est bourré de
plein de petits clins d'œil tout le temps. Et moi, je trouve ça me fait du bien. J'ai presque l'impression de partir au Japon, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. C'est moi l'exploration et le comment t'appelles ça et le folklore. Puis en le fait, côté font où tu que, quoi. sauves des gens, c'est cool. Moi, j'aime Ouais. bien les jeux où tu sauves des gens. Ah non, il est cool. Je vous conseillerais, moi, Inua sur. Je crois qu'il est sorti un peu partout, mais surtout sur mobile. Inua qui a été développé par l'équipe d'Enterrement Mon Amour. Et donc, qui est un jeu purement narratif. Donc, une enquête avec, on va dire, bitemporelle. Vous jouez sur 2 temporalités à la fois. Et vous allez essayer de déterminer pourquoi il y a eu le naufrage d'un bateau en pays inuit. Et c'est une belle chose vraiment, c'est bien écrit. Déjà, c'est beau parce qu'il y a Delphine Fourneau, qui est vraiment une illustratrice assez reconnue, qui a travaillé dessus et qui est vraiment super. Moi, j'ai eu la chance de l'exposer, ses travaux, et moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, il y a vraiment un style qui est assez sympa. Et là, pour le coup, on est dans le vrai jeu narratif avec quelques énigmes, voilà, principalement pour ce qui est ludique. L'autre aspect ludique, c'est plutôt la narration. Et donc là, on est vraiment, pour le coup, sur un récit. Et donc, on essaie de faire parler... C'est J.R.R. Martin. Inua. Ouais, alors c'est moins... il casse moins les codes des chevaliers. Enfin, parce que... Non, mais alors, ce que je trouvais génial, pour conclure sur R.R. Martin, c'est que comme R.R. Martin casse la gueule des chevaliers, passe son temps à casser la gueule des codes des chevaliers, de la chevalerie, voilà, ça aurait pu donner un bon truc pour Mais tu commences par finir pour son une histoire bouquin. pour Elden Ring, ce qui n'est pas le cas. Mais non, Inua, donc voilà, c'est vraiment un très 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 chouette jeu. Je vous conseille vraiment. C'est une compagnie Arte, non? Exactement, ouais, c'est Arte qui s'y est mis, mais la production avait été Ils font des lancée trucs avant. dingues. Mais Arte s'y est mis, a fini par coproduire le jeu. Je trouve que c'est une très bonne idée. On est vraiment dans le pur jeu narratif, hein, là. Donc vous attendez, vous n'allez pas mourir au coin de Quelle la plateforme rue par mobile? plutôt mobile, tablette, et je crois qu'il est sorti aussi sur PC, voilà, etc. Merci à vous, c'était cool de parler d'Elden Ring, d'Inua, de Ghostwire, etc. 1h20 de Vraiment, reprise. c'est totalement lâché. Désolé. Marie-Lys, merci. Pierre, merci. Merci. Stéphane. Merci. Merci Jean. On se retrouve dans 15 jours s'il nous reste encore un peu de salive et on vous embrasse. On vous nous retrouve évidemment sur Twitter, Facebook, Voilà, les sur la réseaux chaîne sociaux. de Capture Mag, sur YouTube. On partage aussi sur les Twitter et sur les Facebook de Capture. Donc, voilà. Allez, surtout, on vous embrasse et bon courage pour Elden Ring. On pense fort fort à vous pour les derniers boss. Accrochez-vous. Salut. Ciao.